La Russie pensait que jour était un enfer. Le pire mois de 2026 jusqu'à présent est l'un des pires pour la Russie depuis que Poutine a lancé son invasion, a laissé toute la nation meurtrie et blessée. Prendre le Donbass semble plus éloigné que jamais. Les troupes russes mouraient de tous côtés, et l'offensive d'été était devenue un échec avant même d'avoir réellement commencé. Puis juillet est arrivé. Et la Russie a découvert que cela pouvait devenir bien pire. Le mois qui va briser Poutine vient de se terminer, et pourtant, complètement perdu dans son délire, Poutine essaie toujours de prétendre que tout se passe comme prévu. Son monde imaginaire s'est effondré, et il est le dernier à le savoir. Juin 2026 a été un véritable cauchemar pour la Russie, et les chiffres du mois le confirment. Rien ne s'est passé comme prévu pour les sbires de Poutine. À la fin du mois, le dirigeant obsédé de la Russie avait sacrifié 39 490 de ses compatriotes supplémentaires. Ce qui représente un record pour la première moitié de 2026, alors que la Russie enregistrait déjà en moyenne plus de 30 000 pertes par mois. Le recrutement ne suivait pas. Les volontaires s'engageaient à un rythme aussi bas que 24 000 par mois, marquant la première fois depuis le début de la guerre que l'Ukraine éliminait plus de soldats que la Russie ne pouvait en envoyer sur le terrain. Et dans le Donbass, dont Vladimir Poutine a exigé la conquête d'ici la fin de 2026, les progrès de la Russie étaient si lents qu'Al Jazeera a rapporté qu'il faudrait encore 14 ans à la Russie pour conquérir Donetsk, si elle continuait à ce rythme. 39 490 soldats, avec un rythme d'avancée de seulement 1,03 km² par jour, cela aurait été une catastrophe aux yeux de n'importe qui. Et ça l'a été. Mais la Russie a dû se dire qu'il y avait au moins une lueur d'espoir. Cela ne pouvait sûrement pas empirer. La machine à broyer ukrainienne finirait bien par s'enrayer à un moment donné. Peut-être que ce sera le cas, mais ce moment n'est certainement pas arrivé en juillet. Après avoir vécu un mois si catastrophique qu'il aurait dû faire rougir Poutine de honte, la Russie a réussi à faire encore pire en juillet, avec encore plus de pertes. Le 1er août, l'état-major général ukrainien s'est exprimé sur Telegram pour annoncer le chiffre impressionnant. 42 860 pertes subies par la Russie en juillet. Ce n'est pas seulement un record pour 2026, jusqu'à présent. C'est une humiliation pour Poutine au plus fort d'une offensive estivale censée faire tomber la ceinture de forteresse de Donetsk. Cela n'arrivera pas. La Russie n'y arrivera même pas. Ce que Poutine vient de constater ici est un nouvel exemple du fait que le coût permanent de son invasion est si élevé que la Russie ne peut tout simplement plus la soutenir. 42 860 pertes en juillet. Cela représente environ 1382 soldats tués, blessés ou capturés chaque jour en Ukraine. Cela s'ajoute également à un total cumulé pour 2026 qui atteint désormais 238 650. Nous ne pouvons pas non plus ignorer le fait que le nombre de pertes en juillet est supérieur de plus de 3000 à celui que nous avons observé en juin. Cela ne peut pas s'expliquer par le fait que juillet compte un jour de plus que juin. Il se passe quelque chose de plus profond ici. Mois après mois, l'Ukraine devient plus meurtrière, et les sacrifices que les forces russes doivent faire augmentent. Les chiffres le prouvent. Revenons en janvier. Ce mois-là, l'Ukraine a lancé sa campagne 2026 en fanfare. À la fin du mois, 31 700 Russes avaient été tués ou éliminés du combat d'une manière ou d'une autre. Un bon début d'année, mais à la fin février, Vladimir Poutine aurait pu penser qu'il avait une raison de se réjouir. Le taux de perte a chuté de façon spectaculaire. La Russie n'a perdu qu'environ 26 100 soldats en février. Certes, c'est encore plus d'une fois et demie le nombre de pertes subies pendant toute la décennie de guerre en Afghanistan, dans les années 1980, mais c'était un début. Le chiffre diminuait. Cependant, les chiffres bruts peuvent être trompeurs. Février compte 3 jours de moins de janvier, ce qui a joué un rôle. Avec un taux de perte de 932 soldats par jour en février, ces 3 jours supplémentaires auraient ajouté près de 2800 Russes de plus au chiffre mensuel. Cela signifierait que le mois finirait à 28 900 pertes, ce qui reste moins qu'en janvier. Mais pas avec une telle différence que Poutine pourrait commencer à célébrer. Au printemps, Poutine se sentait plutôt confiant. La Russie avait préparé sa grande offensive du printemps et de l'été. Le rude hiver ukrainien était enfin terminé, et cela signifiait que la Russie pouvait passer les 6 prochains mois, ou plus, à lancer des attaques plus puissantes contre les fortifications ukrainiennes. L'Ukraine allait céder. Poutine en était convaincu. Mais le dirigeant russe avait tort. En mars, les pertes russes ont de nouveau grimpé en flèche, atteignant 31 960. Bien plus qu'en février, et légèrement au-dessus du chiffre déjà ahurissant de janvier. Et à partir de là, les chiffres ont continué d'augmenter. 32 980 en avril, 33 760 en mai. Le mois de juin a ajouté presque 6000 pertes au total mensuel. Et juillet, on a ajouté encore 3000 et quelques. Nous ne voyons pas de cas isolés ici, c'est une tendance. Une démonstration mois après mois de la façon dont l'Ukraine devient plus meurtrière. Ce à quoi Vladimir Poutine est confronté maintenant, c'est à une année 2026
qui pourrait très facilement aboutir à la perte de 500 000 soldats russes d'ici la fin décembre. Si l'Ukraine maintient le même taux d'attrition que nous avons vu en juillet pendant les 5 prochains mois, la Russie perdra encore 214 300 soldats. Cela fera presque 453 000 vies sacrifiées à cause de l'obsession de Vladimir Poutine pour l'Ukraine, et plus de 1 660 000 au total depuis le début de l'invasion. Mais souvenez-vous de la tendance. Chaque mois, sauf un en 2026, l'Ukraine a éliminé plus de soldats russes que le mois précédent. La Russie a perdu plus de 11 000 soldats de plus en juillet qu'en janvier. Si l'Ukraine maintient ce schéma, il n'est pas impossible que la Russie atteigne 50 000 pertes par mois d'ici la fin de l'année. Ce ne serait pas une coïncidence. 50 000 par mois a toujours été le plan d'Ukraine. En janvier, le tout nouveau ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov, aujourd'hui ancien ministre, avait déclaré que 50 000 soldats... Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. Magique. Si l'Ukraine pouvait atteindre cet objectif mensuel, la Russie ne serait plus en mesure de compenser ses pertes sans une nouvelle mobilisation dommageable qui rendrait Poutine vulnérable socialement et politiquement sur son propre territoire. Il considère les gens comme une ressource, et les pénuries sont déjà évidentes, avait déclaré Fedorov à l'époque. Le mois de juillet vient de le prouver, et le grand problème de Poutine maintenant, c'est qu'il est en train de manquer de la seule ressource dont il a besoin pour avoir une chance face à l'Ukraine. D'accord, le commandement militaire russe pourrait se dire « Eh bien, ne mentionnons tout simplement pas à Poutine les chiffres énormes des pertes. Il n'a pas besoin de savoir, et nous n'avons pas besoin de chute accidentelle par la fenêtre. Ce que nous allons faire à la place, c'est mettre en avant les avancées incroyables que la Russie a réalisées en juillet en échange de ses sacrifices. » Oui, à propos de ça, la Russie a associé son pire mois de 2026, jusqu'à présent, à un rythme d'avancée si pathétique qu'on pouvait à peine appeler cela une avancée. Le mieux que la Russie puisse revendiquer, c'est qu'elle a au moins réussi à s'emparer de plus de territoires en juillet qu'en juin. Et elle l'a fait, avec seulement 0,19 km² de plus par jour. C'est selon l'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISW, qui rapporte que la Russie a réussi à occuper, non pas à infiltrer, mais à réellement occuper, seulement 37,85 km² de l'Ukraine en juillet. Pour donner un contexte, cela signifie que la Russie a perdu environ 1132 soldats pour chaque kilomètre carré qu'elle a réussi à occuper entièrement en Ukraine en juillet. C'est peu. Ce n'est pas le chiffre le plus bas atteint par la Russie en 2026, mais c'est très bas. En juillet 2025, les forces russes ont réussi à s'emparer de 455,74 km². Un an plus tard, elle n'a même pas réussi à atteindre un dixième de ce chiffre, malgré le fait qu'elle soit en pleine offensive d'été qui était censée provoquer l'effondrement de Donetsk et la chute du Donbass. Et c'est un autre point, cette grande offensive dont on ne cesse de parler. Selon l'ISW, elle n'a réussi à obtenir absolument aucun gain opérationnel significatif. La Russie n'a réussi à s'emparer de rien d'important. Elle n'a certainement pas percé de larges brèches dans la ceinture de forteresses que Poutine anticipait. Au mieux, elle a réussi à envoyer des infiltrés à Constantinivka, tout en ne revendiquant en réalité qu'une toute petite partie de la ville. Constantinivka tient toujours, et 3 villes encore plus fortifiées dans la ceinture devront tomber si la Russie parvient à percer. Gardez cette ville en tête d'ailleurs, nous y reviendrons. Un changement dans la stratégie ukrainienne a joué un rôle énorme dans les difficultés de la Russie, non seulement en juillet, mais tout au long de 2026. Des contre-attaques ciblées ont permis à l'Ukraine de reprendre du territoire, surtout dans le sud. Cela oblige la Russie à détourner des soldats qui auraient autrement été destinés à Donetsk. La domination des drones ukrainiens
tant dans les zones mortelles qui s'étendent sur des kilomètres au-delà du front, que dans la zone de frappe intermédiaire, où les drones détruisent la logistique russe, est aussi un atout majeur pour l'Ukraine et dévastatrice pour la Russie. Le grand problème de la Russie maintenant, c'est que toute sa campagne est optimisée autour de la guerre de position, alors que dans ce conflit, la guerre de mouvement est plus importante que jamais, selon l'ISW. Et il y a encore une petite humiliation à ajouter aux blessures de la Russie en juillet, avant que nous n'en arrivions à Vladimir Poutine et à ses illusions. Le 3 août, le Kyiv Independent a rapporté les conclusions du média russe Mediazone. En collaboration avec le service russe de la BBC, Mediazone a pu confirmer l'identité de 236 066 Russes tués en Ukraine depuis le début de la guerre. Ces chiffres se répartissent comme suit. 86 600 volontaires, 26 200 prisonniers recrutés pour combattre et 19 000 soldats mobilisés. Vous pouvez également ajouter près de 7 500 officiers militaires russes à la liste. Vous venez peut-être d'entendre ces chiffres et vous trouvez qu'ils semblent un peu étranges, presque comme s'ils ne correspondaient pas aux chiffres des pertes que nous avons déjà partagées. Vous avez raison, et il y a une raison à cela. Les 236 066 morts sont uniquement ceux que Mediazona peut confirmer. Le média affirme que le chiffre réel est nettement plus élevé, car ces informations proviennent de nécrologie, de rapports des médias régionaux, des autorités locales et de publications sur les réseaux sociaux par des proches. Si les familles, la presse et les autorités ne parlent pas de la mort d'un soldat, ce qui est plus probable que l'inverse en Russie, alors elle n'est pas enregistrée et ne peut pas être vérifiée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lui-même affirme que le chiffre réel est bien plus élevé, avec 700 000 Russes morts. À un moment où l'Ukraine a atteint un ratio d'un de ses soldats tués au combat pour 14 Russes. Ajoutez à ce chiffre les blessés et les prisonniers, et il est facile de comprendre comment l'Ukraine inflige des pertes mensuelles records en 2026. Et pourtant, Poutine ne semble rien voir de tout cela, bien au contraire. Il affirme que tout se passe comme prévu en Ukraine. Ce n'est pas le cas, et vous allez découvrir pourquoi Poutine est tellement fou qu'il pense que la Russie est en train de gagner. Mais avant cela, ceci est un rappel. Vous regardez l'émission Militaire. Il y a encore beaucoup d'autres contenus comme celui-ci, alors assurez-vous d'être abonné à la chaîne et d'abord activer les notifications pour ne rien manquer de ce qui arrive. Nous vous emmenons à une réunion du 26 juillet, à laquelle participaient Poutine et des membres de la marine russe. Poutine a officiellement perdu la raison lors de cette réunion. En plus d'affirmer qu'il n'y a absolument aucune agression de la part de la Russie en Ukraine, et que la Russie a été forcée de lancer sa soi-disant opération militaire spéciale à cause de l'Occident et du régime de Kiev, Poutine s'est emporté en affirmant que l'Ukraine allait tomber. Et ce n'était que le début. Je suis certain d'ailleurs que tôt ou tard, l'Ukraine perdra ses terres occidentales. Et ce qui appartenait autrefois à la Pologne, à la Hongrie, à la Roumanie, leur reviendra. Tôt ou tard, peut-être pas demain, ni après-demain, dans 1 an ou 2, dans 10 ou 15 ans, mais tout rentrera historiquement dans l'ordre, a déclaré le dirigeant russe. Poutine, s'il vous plaît. Vous aurez de la chance d'avoir Donetsk dans 10 ou 15 ans, alors ne parlons même pas de la Pologne ou de la Roumanie. Poutine suggère que tout se passe comme prévu en Ukraine, même si ce n'est pas le cas, car il n'y a pas d'agression réelle, sauf qu'il y en a une, et c'est entièrement la faute de l'Occident. Et le régime de Kiev est... Attendez une seconde, j'ai la tête qui tourne. Ce que nous voyons ici de la part de Poutine, c'est un véritable délire. Rien ne se passe comme prévu, mais Poutine agit comme si c'était le cas. Et il y en aura encore plus. La seule question que nous pouvons nous poser à ce stade est de savoir comment Poutine peut faire ce genre d'affirmation après 4 ans et demi d'une guerre qui a coûté si cher à la Russie, et après le pire mois du pays en 2026. La réponse est simple. Poutine pense peut-être sincèrement que la Russie est en train de gagner, parce que ses généraux lui mentent effrontément pour lui cacher la vérité. C'est ce qu'affirme l'ISW, et nous allons laisser ce groupe de réflexion s'exprimer à ce sujet. Il est probable que le groupement nord des forces russes et le haut commandement militaire mentent au Kremlin sur l'ampleur des gains russes dans le nord de l'Ukraine. Afin d'alimenter les récits selon lesquels les forces russes progressent activement sur l'ensemble du théâtre d'opération, y compris sur une partie de la ligne de front qui est restée largement stagnante pendant près de 2 ans, l'ISW l'a déclaré dans son évaluation du 31 juillet, concernant la campagne offensive de la Russie. Ce que nous voyons là est probablement un microcosme de quelque chose qui se produit depuis le moment où Poutine a lancé son invasion. C'est un homme qui s'entoure de flatteurs et de courtisans. Il ne devrait pas être surpris qu'aucun d'eux ne lui dise la vérité, et qu'ils utilisent à la place des images générées artificiellement et d'autres outils d'information falsifiés pour donner l'impression que la Russie s'en sort bien mieux que ce n'est le cas. L'ISW désigne des commandants russes du Nord comme responsables. Mais nous avons vu ce mensonge utilisé pour influencer Poutine dans le Donbass. À la mi-juillet, la Russie a affirmé avoir capturé Konstantinivka. Vous vous souvenez peut-être de cette ville. Si l'on en croit la Russie, Konstantinivka a été occupée, et elle peut avancer vers le reste de la ceinture de forteresse. Ce ne sont que des mensonges. La ville est toujours un champ de bataille, et il est probable qu'elle le reste au moins pour le reste de l'année. Le mieux que la Russie ait réussi à faire, c'est de l'infiltration, où elle envoie de petites unités de 2 ou 3 soldats pour aller se cacher des Ukrainiens. Ces infiltrés sont présents dans presque toute Konstantinivka, cela semble vrai.
Mais l'infiltration n'est pas une occupation, loin de là. Des unités dispersées et isolées d'infiltrés ne peuvent pas faire grand-chose une fois qu'elles atteignent leur cachette. Elles existent pour attendre du renfort ou se faire tuer par les équipes ukrainiennes de recherche et de destruction, généralement la seconde option. Si tout cela fait partie du plan, comme le prétend Poutine, alors ce plan est ridicule. La raison pour laquelle l'avancée de la Russie est si lente et sanglante, c'est que la stratégie d'infiltration rend les soldats russes vulnérables, aussi bien lorsqu'ils traversent les zones mortelles saturées de drones, que lorsqu'ils atteignent leur destination. Poutine accepte les pertes, soit parce qu'il n'en a pas réellement connaissance, soit parce qu'il estime que ses sacrifices en valent la peine, car la Russie progresse rapidement. Sauf que ces progrès sont faux. Le dirigeant russe, isolé de ceux qui pourraient lui dire la vérité, est désormais déséquilibré, perdu dans une illusion qui fait qu'il est impossible de négocier avec lui. Et cela le pousse à envisager la mobilisation de 500 000 soldats, car il pense qu'ils donneront à la Russie l'élan final dont elle a besoin pour gagner la guerre, même si Donetsk est encore loin de tomber. Vladimir Poutine a perdu la raison. Et pour paraphraser Stanley de la série The Office, l'Ukraine va l'aider à la retrouver. La réalité qui fait taire les illusions de Poutine, c'est que le mois de juillet a brisé la Russie. Poutine n'est pas un dirigeant fort, c'est un homme qui n'a jamais été aussi piégé qu'en ce moment, coincé entre son obsession impériale et l'escalade imprudente qui a mené la Russie dans cette impasse sanglante dès le départ. Le Lamont dit que la Russie est désormais prise en otage par le poutinisme, et il a parfaitement raison. La seule chose que Vladimir Poutine a accomplie depuis février 2022, c'est l'isolement total de la Russie du monde occidental, la destruction de l'économie de sa propre nation, et la perte d'influence géopolitique. L'opération militaire spéciale prouve à ceux qui comptaient autrefois sur la Russie pour leur protection que la Russie n'est pas aussi forte qu'elle le prétend. Vladimir Poutine est un homme obsédé. Incapable de concevoir une Russie qui doit exister à l'intérieur des frontières établies en 1991 lors de l'effondrement de l'Union soviétique. Alors il s'est créé un monde imaginaire où Vladimir Poutine est roi et où il conduit la Russie à la reconquête de toutes les terres qui lui ont été prises. Mais rien de tout cela n'est réel. Ce qui est réel, ce sont les 42 860 Russes morts, blessés ou capturés en juillet. La réalité, ce sont les plus de 1,4 million de personnes dont la vie a été détruite par Vladimir Poutine. Tout cela pour une guerre qui continue sans qu'on voie la fin. Vladimir Poutine est un homme obsédé par l'idéologie et sa propre version déformée de l'histoire. Peut-être considère-t-il ce qui s'est passé en juillet comme une occasion de voir son héritage célébré. Ses sacrifices entreront dans l'histoire, tout comme les sacrifices soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale, et feront partie du mythe russe. Encore une fois, tout cela fait partie du fantasme de Vladimir Poutine. Et le dirigeant russe préfère ses illusions, car la réalité est que l'Ukraine est forte et devient de plus en plus forte. Nos équipes comprennent qu'en ce moment, nous avons une fenêtre d'opportunité. L'Ukraine est devenue plus forte, à la fois sur le champ de bataille et dans les airs, et tout le monde voit les résultats correspondants, a déclaré Volodymyr Zelensky le 9 juillet. Il est difficile de le contredire, et à mesure que l'Ukraine devient encore plus forte, le génie de sa stratégie apparaîtra au grand jour. L'Ukraine n'a pas besoin de gagner contre la Russie. Elle n'a pas besoin de repousser les forces de Vladimir Poutine jusqu'à ce qu'elle se retrouve de l'autre côté de la frontière. L'approche de l'Ukraine repose entièrement sur l'usure, rendre le coup de la guerre si lourd que personne en Russie, pas même le délirant Vladimir Poutine, ne pourra l'ignorer. L'objectif de 50 000 par mois, que Fyodorov a fixé pour l'Ukraine en janvier, semble désormais plus atteignable que jamais. La Russie perd des centaines, voire des milliers de soldats pour chaque kilomètre carré qu'elle gagne. C'est ainsi que l'Ukraine l'emporte. Causer tant de morts que la Russie ne puisse plus continuer. Juillet a été une catastrophe pour la Russie, et même si Poutine continuera à vivre dans sa petite bulle, à balbutier que tout se passe comme prévu, lors des rares occasions où il sort de son bunker, le peuple russe peut voir l'effondrement de son pays arriver. Maintenant, nous attendons la fin du mois d'août. Il est presque inévitable que nous vous parlions d'un nouveau record. Et si Poutine pensait que les remaniements militaires de haut niveau en Ukraine pourraient donner un répit à la Russie, il se trompe lourdement. La soi-disant opération militaire spéciale de Poutine en Ukraine a été barbare, brutale et meurtrière. Évidemment pour l'Ukraine, mais aussi pour le peuple russe. Incapable de se détacher des tactiques de l'ère soviétique, où les soldats ne sont guère plus que de la chair à canon sacrifiée pour le bien commun, la Russie a déjà perdu 1 444 000 soldats. Et ce chiffre continue d'augmenter. Et il est probable que ce chiffre dépassera largement les 1,5 million d'ici la fin de 2026. La guerre de Poutine a coûté très cher à la Russie. Maintenant, Poutine prépare quelque chose qui va dévaster tout le pays. Un sacrifice si sombre qu'il ferait même détourner le regard à Staline est en préparation. 500 000 Russes viennent d'être prévenus, alors que Poutine s'apprête à prendre la décision la plus horrible qu'il ait prise jusqu'à présent dans la guerre en Ukraine. Le 27 juillet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé l'avertissement. La Russie se prépare à enrôler de force jusqu'à
500 000 soldats. Tout cela pour que Poutine puisse soutenir une guerre qui a déjà échoué à atteindre tous les objectifs qu'il s'était fixés en 2022. Il s'agit d'une mobilisation à une échelle encore jamais vue pendant le conflit, alors que Poutine s'apprête à dire à son peuple qu'il doit sacrifier encore plus qu'il ne l'a déjà fait pour que sa vision d'une Ukraine soumise devienne réalité. Zelensky prévient que Poutine n'est pas prêt à mettre fin à la guerre, et qu'il a pris des mesures pour pouvoir procéder à une mobilisation de la manière la plus secrète possible, afin d'éviter la colère de son propre peuple. Il le fera au début du mois d'octobre, si nous ne lui créons pas de problème avec la logistique, les armes, l'essence, le diesel, et si nos partenaires n'imposent pas de sanctions totales pour son agression, a déclaré Zelensky. Ce mois est important. Poutine ne le choisit pas par hasard. Entre le 18 et le 20 septembre, la Russie organisera ses premières élections à la Douma d'État, depuis que Poutine a lancé son invasion. Le nouveau centre des stratégies eurasiennes indique que 450 députés seront élus à la fois par liste de parti et par circonscription uninominale. La Russie utilise également ces élections comme une occasion de montrer sa prétendue emprise sur le territoire ukrainien qu'elle occupe. Le vote aura lieu dans 11 circonscriptions uninominales que la Russie a créées dans les territoires occupés, dans une tentative flagrante de forcer la population ukrainienne à participer au processus parlementaire russe. Bien que ces élections soient censées montrer la force, elles représentent aussi un risque pour Poutine. Même s'il a toujours été techniquement indépendant, Poutine entretient depuis longtemps des liens étroits avec le parti Russie Une, qui est le parti politique au pouvoir en Russie. Pour ces prochaines élections, ce parti fait ouvertement campagne avec Poutine, pour la première fois depuis près de 20 ans, rapporte le Financial Times. Poutine montre clairement où sont ses intérêts, et il voudra obtenir le meilleur résultat possible pour Russie Unie en septembre. Déclencher la mobilisation de l'électorat avant ces élections pourrait provoquer une catastrophe politique pour Poutine. Il attendra donc jusqu'en octobre. Et quand il aura obtenu ce que lui et Russie Unie veulent, il forcera alors davantage de Russes réticents à aller sur la ligne de front infestée de drones en Ukraine. Poutine se prépare à la mobilisation depuis un certain temps déjà. En février 2026, United 24 Media a rapporté qu'une législation adoptée vers la fin de 2025 a ouvert la voie au ministère russe de la Défense pour puiser dans une armée de réserve forte de 2 millions d'hommes. Selon le média, une levée de réservistes a été mise en place dans les bureaux de recrutement. L'élément clé de cette nouvelle loi est qu'elle modifie la manière dont la Russie utilise ses réservistes. Depuis le début de l'invasion d'Ukraine, les réservistes n'ont été utilisés que pour protéger les infrastructures critiques à l'intérieur de la Russie, affirme le Kremlin. Il est difficile de savoir si cela est vrai, mais désormais, cela n'a plus d'importance. La loi de 2025 ouvre la porte à l'envoi de ces réservistes en Ukraine si Vladimir Poutine décide que c'est nécessaire. Les bases de la mobilisation ont été posées. Passons à aujourd'hui, et les affirmations de Volodymyr Zelensky concernant une mobilisation imminente sont appuyées par d'autres mesures en cours. Le 27 juillet, Militarny a rapporté que Vladimir Poutine a accordé au ministère de la Défense russe l'accès aux données du registre civil de la Russie à des fins d'enregistrement militaire. Encore une fois, le Kremlin essaie de cacher ce qu'il fait ici. Il affirme que cette mesure a été prise pour simplifier le processus de soutien au personnel militaire et à leurs familles. Des amendements ont été apportés à l'article 13 de la loi russe sur l'état civil, permettant au ministère de la Défense d'obtenir des informations auprès du registre civil. Afin de fournir rapidement les garanties sociales et les compensations prévues au personnel militaire, aux anciens combattants et à leurs familles, affirme Militarny. Mais derrière cela se cache une réserve. Les données auxquelles le ministère peut désormais accéder seront également utilisées à des fins d'enregistrement militaire. En d'autres termes, le Kremlin et Poutine ont donné au ministère de la Défense, ainsi qu'à la garde nationale russe, l'accès à une base de données civile qui permet essentiellement aux deux de traquer les réservistes avant une conscription forcée. Il y a d'autres signes qu'une nouvelle vague de mobilisation en Russie approche. Avant ce changement de loi, les autorités régionales en Russie ont commencé à organiser des sessions de formation pour se préparer à une mobilisation de masse. La première de ces sessions a été enregistrée à Volgograd, bien que des représentants de Rostov, de Kalmoukie, d'Astrakhan et des régions occupées de Crimée, de Louhansk et de Donetsk y aient également participé. Donc, si nous cherchions des indices sur les endroits où la Russie commencera probablement à mobiliser des soldats, ces 7 régions seraient probablement un bon point de départ. Également, le 27 juillet, UA.news a rapporté que la garde nationale russe a apporté une modification intéressante à ses règlements de défense civile. Ces modifications concernent la protection de la Russie contre les menaces pendant les périodes de mobilisation, de lois martiales et de temps de guerre. En d'autres termes, la garde nationale russe s'assure d'avoir les structures juridiques en place pour réprimer les manifestations et autres soi-disant menaces qui pourraient découler de la décision de Poutine de mobiliser des soldats. Les preuves s'accumulent. Poutine n'est pas prêt à l'annoncer avant les élections à la Douma d'État, mais il se prépare clairement à une nouvelle mobilisation qu'il avait pourtant promis de ne jamais lancer. En fait, le Kremlin continue de faire cette promesse. En réponse aux déclarations de Zelensky, des représentants de la Douma d'État russe ont rejeté toute idée de préparation à une mobilisation.
Parmi eux, le président du comité de la défense de la Douma d'État, Andrei Kartapolov, a déclaré « J'ai entendu que Zelensky avait dit quelque chose à ce sujet, mais je ne peux attribuer cela qu'au fait qu'il a probablement un peu trop abusé pendant le week-end, laissant son imagination s'emballer. » Kartapolov a ensuite affirmé que la principale méthode de la Russie pour renforcer ses effectifs militaires reste et restera le recrutement de volontaires qui signent des contrats avec l'armée russe. À ce sujet, M. Kartapolov, le simple fait que la Russie compte sur le recrutement de volontaires nous donne un signe de plus que Zelensky a raison et qu'une vague de mobilisation approche. Le recrutement de volontaires ne s'est pas très bien passé pour la Russie en 2026. Le 4 mai, la Pravda a rapporté que la Russie avait enregistré son 5e mois consécutif où elle perdait plus de soldats en Ukraine qu'elle n'en recrutait pour renouveler ses effectifs. Entre décembre 2025 et le 26 avril, la Russie avait réussi à recruter 148 400 personnes, mais en avait perdu 156 735, ce qui laissait un déficit de un peu plus de 8000. Le Kiev Independent propose des chiffres différents, grâce au discours du soir de Zelensky du 25 juillet, qui couvre toute l'année 2026, jusqu'à présent. Le président ukrainien affirme que la Russie a subi 225 500 pertes jusqu'à présent cette année, et a enrôlé 221 000 personnes. Donc le déficit est plus faible, mais il existe toujours. Ce qui nous montre que les recruteurs de Poutine sont obligés de puiser à plusieurs reprises dans un vivier qui commence à s'épuiser. La Russie ne fait pas encore face à une véritable crise de recrutement. Mais alors que le nombre de morts mensuels continue de grimper, le mois de juin a battu des records pour l'Ukraine en 2026, avec 39 490 pertes russes, rien que ce mois-là. Le problème qui existe déjà va s'aggraver. La Russie manque de personnes prêtes à accepter d'énormes primes pour aller mourir en Ukraine, ce qui laisse Poutine désespéré. Tellement désespéré qu'il a déjà préparé tout le terrain pour la mobilisation. Ce qui va suivre est presque inévitable. Sachant que les pertes de la Russie deviennent de plus en plus intenables, Poutine essaye d'épuiser toutes les options qui s'offrent à lui jusqu'en octobre. United 24 Media rapporte que la Russie pousse désormais pour que 30 000 soldats nord-coréens et de nouveaux lance-missiles en provenance du même pays arrivent sur son territoire. Encore une fois, cela vient de Zelensky, qui affirme que la Russie a même préparé des installations dans la région de Voronezh pour accueillir les soldats nord-coréens à venir. C'est une menace non seulement pour l'Ukraine, la Russie aide la Corée du Nord à apprendre à faire la guerre, à améliorer ses armes et à acquérir une véritable expérience du combat. Tout cela représente une menace pour tous les habitants d'Asie, à portée des missiles nord-coréens, a déclaré Zelensky. C'est peut-être une menace, mais c'est aussi un signe que la Russie manque de ses propres soldats pour occuper les postes à l'arrière. Les réservistes ont occupé ce genre de poste. Peut-être qu'un autre signe indique que ces réserves vont être envoyées au front. Le Kiev Post ajoute que la Russie a également élargi son recrutement dans les prisons grâce à un nouveau projet de loi qui élargit le nombre de personnes pouvant être intégrées dans l'armée. La Russie est désormais tellement désespérée qu'elle est prête à ajouter aux meurtriers, violeurs et toxicomanes qu'elle envoie déjà de ses prisons en Ukraine des personnes condamnées pour des infractions liées au crime organisé et à la manipulation négligente de secrets d'État. Envoyer des personnes qui ont mal géré des secrets d'État semble intelligent. Il n'y a certainement aucune chance que l'Ukraine puisse profiter de ces personnes et les retourner contre la Russie. Rien de tout cela ne sera suffisant. 30 000 soldats nord-coréens représentent environ un mois de perte pour la Russie. Le recrutement dans les prisons est une tactique déjà utilisée, et ajouter quelques nouveaux types de criminels à la liste n'aura pas l'impact sur les effectifs russes dont Poutine a besoin. Et le problème du recrutement de volontaires signifie que la Russie est dans le rouge depuis toute l'année 2026. Et les derniers mois de 2025, la mobilisation doit avoir lieu tôt ou tard. Poutine se prépare à faire quelque chose de dévastateur pour son propre peuple. Mais à quel point cela sera-t-il dévastateur? Et ce sacrifice forcé sera-t-il suffisant pour permettre à la Russie de parvenir à ses fins et au minimum de capturer Donetsk? Avant de répondre à ces questions, je vous rappelle que vous regardez l'émission Militaire. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous n'avez pas activé les notifications, c'est le moment idéal pour cliquer dessus, puis revenir à la vie. La mobilisation imminente de la Russie aura deux impacts majeurs. Elle changera la situation sur le front et provoquera d'énormes problèmes à l'intérieur de la Russie. Commençons par le front. L'Ukraine ne se fait aucune illusion. L'arrivée de 500 000 soldats est une très mauvaise nouvelle. Toute la stratégie de l'Ukraine à ce stade de la guerre consiste à infliger tellement de pertes aux forces et à l'équipement russe que Poutine soit obligé de négocier la paix à cause de la gravité des pertes. On le voit dans tout ce que fait l'Ukraine. Les vastes zones mortelles provoquent des pertes à grande échelle. Les frappes à l'intérieur de la Russie endommagent l'économie de Poutine et sa machine de guerre de l'intérieur. Et avec les drones de moyenne portée, l'Ukraine ruine la logistique russe et crée des opportunités pour des contre-attaques. Si la Russie envoie 500 000 soldats en Ukraine, cette stratégie ne disparaît pas. Cependant, cela devient beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, car la Russie pourra combler des brèches sur la ligne de front, renforcer les défenses et jeter encore plus de chair à canon contre les fortifications ukrainiennes. Si cela fonctionne, comme l'espère Poutine, cela pourrait accélérer la prise des villes de la ceinture fortifiée de Donetsk.
Cependant, la Russie a un problème, et ce problème est expliqué par Zelensky. Augmenter les effectifs en recrutant de force, 500 000 soldats, semble idéal sur le papier pour Poutine. Cependant, d'importants problèmes opérationnels apparaîtraient, dont beaucoup sont liés à l'infrastructure que la Russie doit mettre en place pour rendre ses conscrits efficaces. Il ne pourra pas préparer rapidement ces personnes, affirme Zelensky, ajoutant « Cela signifie encore une fois qu'il enverra des personnes mal préparées sur le champ de bataille, ce qui entraînera à son tour de lourdes pertes. Les commandants seront forcés par Poutine d'envoyer des soldats mal entraînés et non préparés au front. Bien que beaucoup de ceux que Poutine mobilise soient des réservistes, la plupart n'auront reçu qu'une formation de base et n'auront aucune idée de l'enfer infesté de drones qui les attend en Ukraine. On leur dira simplement de préparer leurs affaires, de suivre quelques jours d'entraînement, puis ils partiront. Et si vous pensez que nous exagérons ici, détrompez-vous. La mauvaise qualité de la formation en Russie est connue depuis longtemps. Dès mai 2025, l'Institut pour l'étude de la guerre rapportait que la Russie avait commencé à compter sur la tactique simple et stupide d'envoyer des recrues à peine formées à l'assaut. L'idée est simple. Ces recrues ne peuvent pas faire grand-chose offensivement, mais elles peuvent encaisser les balles et forcer l'Ukraine à épuiser ses drones. Par leur mort, ils jouent un petit rôle en aidant la Russie à briser les fortifications, grâce à sa propre version sanglante de la guerre d'usure. En février, un rapport de United 24 Media qui a révélé que certains soldats russes reçoivent à peine 5 jours d'entraînement avant d'être envoyés au front. La Russie n'offre guère plus qu'une formation accélérée pour finir rapidement parmi les pertes. Si jusqu'à 500 000 soldats doivent soudainement être préparés à la guerre, les terrains d'entraînement déjà sous pression du pays ne pourront pas suivre. Les mobilisés auront de la chance s'ils reçoivent ne serait-ce que les quelques jours d'entraînement que les recrues reçoivent actuellement. Poutine ne s'en souciera pas, bien sûr. Pour lui, les mobilisés ne sont même pas vraiment humains. Ils ne sont que de la chair à canon qu'il peut utiliser pour pilonner les défenses ukrainiennes à coups de chair à canon. Les morts et les blessés n'ont aucune importance pour Poutine, pas plus que les sacrifices faits par les soldats et leurs familles restés au pays. La seule chose qui compte pour Poutine, c'est de pouvoir utiliser le peuple russe pour assurer son héritage en tant que l'un des grands chefs de guerre du pays. Mais Poutine devrait se soucier des conséquences du sacrifice qu'il exige. Aussi importante que soit la mobilisation sur le front, son impact sur la Russie elle-même pourrait suffire à mettre fin au règne de Poutine. Revenons à septembre 2022. Après que l'opération militaire spéciale ait complètement échoué à renverser l'Ukraine aussi rapidement que Poutine l'avait affirmé, la Russie avait un problème sur les bras. L'Ukraine ripostait avec force. Les soldats engagés dans l'invasion n'allaient pas suffire, ce qui signifiait que l'armée russe avait besoin d'un afflux de nouvelles troupes. Une mobilisation partielle a été la solution que Poutine a choisie. Des rapports indiquaient que la Russie avait activé 300 000 réservistes lors de cette mobilisation partielle, et beaucoup des problèmes que Zelensky avait anticipés pour la deuxième vague se sont produits. Identifier, former et évaluer tous ceux qui étaient censés entrer en Ukraine a pris une éternité, retardé par la paperasserie bureaucratique que la Russie a depuis tenté de réduire avec ses nouvelles lois. Cependant, ce qui inquiétait bien plus Poutine, c'était la réaction du peuple russe. Cette première vague de mobilisation a eu lieu alors que le soutien à l'invasion de l'Ukraine et à Poutine était encore assez élevé. Et même dans ces conditions, en septembre 2022, des manifestations ont éclaté dans toute la Russie et, selon Newsweek, cela a poussé des dizaines de milliers de Russes à fuir leur propre pays pour éviter de devoir servir dans l'armée. Aujourd'hui, près de 4 ans plus tard, Poutine semble vouloir refaire la même chose, mais à une échelle encore plus grande. Sauf que cette fois, il fait ses plans alors que l'appétit pour la guerre en Russie diminue, tout comme sa propre popularité. Les Russes sont frustrés par la situation actuelle de la guerre en Ukraine, et on peut voir à quel point ils sont frustrés dans les sondages. Dans un rapport du 1er juillet, TVP World a indiqué qu'une enquête menée par l'Institut ukrainien de conflictologie et d'analyse de la Russie avait révélé que 81% des Russes souhaitent une fin immédiate de la guerre en Ukraine. La même enquête a également révélé que 73% des 1600 personnes interrogées s'opposaient à une seconde vague de mobilisation. La cote de popularité de Poutine est également en baisse. Le 20 juillet, United 24 Media a rapporté les derniers résultats des sondages du Centre russe de recherche sur l'opinion publique. Ce centre, qui est aligné sur le Kremlin et fait tout son possible pour manipuler ces chiffres en faveur de Poutine, a constaté que seulement 65,1% des Russes approuvent la performance de Poutine. C'est un point bas pour 2026. Et cela montre que les Russes commencent à se lasser de la guerre. Même si 65,1% peut sembler élevé, rappelez-vous que ce chiffre provient d'un institut de sondage, qui est essentiellement contrôlé par le Kremlin. Et beaucoup de Russes hésitent à exprimer leur désapprobation, par crainte d'une visite de la police secrète russe. Pour n'importe quel autre dirigeant mondial, un taux d'approbation de 65,1% serait excellent. Mais pour Poutine, qui est un dictateur à la tête d'un état policier, c'est un signe flagrant qu'il est devenu impopulaire. C'est dans cette poudrière que Poutine prévoit de mettre le feu aux poudres, avec une nouvelle vague de mobilisation. L'économie russe est déjà en train de s'effondrer, alors que le déficit budgétaire du pays a atteint près de 77 milliards de dollars, forçant le Kremlin à demander des prêts à la banque centrale pour couvrir les dépenses de guerre insensées de Poutine.
La pénurie de main-d'œuvre dans le pays a atteint des niveaux historiques, a rapporté United 24 Media le 5 juin. Ce qui rend difficile l'attraction des investissements étrangers, car il n'y a aucune garantie que la Russie sera capable de fournir les travailleurs dont les entreprises ont besoin. Et maintenant, Poutine veut simplement retirer jusqu'à 500 000 personnes de Russie pour les envoyer en Ukraine. Ce sera un sacrifice de trop pour la Russie. Et c'est une décision qui est vouée à se retourner contre Poutine. Il y a une raison pour laquelle les lois sur la garde nationale sont en train d'être réécrites et des sessions de formation sont organisées pour s'assurer que les régions russes sont prêtes pour la mobilisation. Rien de tout ça n'a à voir avec le processus de mobilisation lui-même. Poutine et ses acolytes savent que la mobilisation entraînera des vagues de manifestations, un exode des réservistes russes et un nouveau niveau de mécontentement bien supérieur à ce qui a été observé en septembre. Le peuple russe est déjà fatigué de la guerre de Poutine. Ils en ont assez de voir des membres de leur famille mourir et de devoir supporter une économie en difficulté, des lignes d'approvisionnement en carburant paralysées et les frappes constantes de drones ukrainiens contre lesquels Poutine semble incapable de les protéger. La mobilisation serait un suicide politique pour Poutine. Et attendre après les élections de la Douma d'État pour le faire ne changera rien à ce fait. Mais alors Poutine pense peut-être qu'il a déjà mis le doigt dans l'engrenage, donc autant aller jusqu'au bout. Le 19 juillet 2026, le ministère de l'Intérieur ukrainien a annoncé quelque chose qui, en apparence, ne semblait rien avoir d'extraordinaire. Ce qu'ils ont dévoilé ce jour-là semblait n'être qu'un autre drone naval parmi la longue série que l'Ukraine utilise depuis 2022. Celui-ci était un navire de surface sans pilote, construit par une unité de plongeurs de combat. Mais le détail qui rendait celui-ci digne d'intérêt n'était pas le bateau lui-même, c'était celui qui l'avait construit. L'unité s'appelle Omega, le centre à vocation spéciale de la garde nationale ukrainienne. Son détachement de plongeurs est la même équipe qui, quelques jours plus tôt, avait détruit à l'aide d'un drone un bombardier russe Su-24M sur la base aérienne de Saki, en Crimée occupée, le détruisant avant qu'il ne puisse décoller pour une mission de frappe. Les personnes qui ont fait exploser ce bombardier russe avec des armes tombées du ciel sont les mêmes qui conçoivent les bateaux qui transporteront la prochaine génération de drones ukrainiens en mer. Nous voulons consacrer cette vidéo à ce bateau, ainsi qu'à ce qu'il révèle sur la façon dont l'Ukraine mène une guerre navale avec une marine très limitée, et sur l'évolution sur plusieurs années de l'innovation des drones navals qui a rendu tout cela possible. L'opération contre le bombardier est importante ici, car c'est la raison pour laquelle l'histoire de ce bateau en particulier a une importance qui dépasse la couverture habituelle du drone de la semaine. Les Su-24M ne sont qu'un des types d'avions qui ont été utilisés pour larguer des bombes planantes sur les villes ukrainiennes et les positions de première ligne. Donc, en éliminer un avant même qu'il ne décolle est bien plus important stratégiquement que d'abattre un drone ou d'endommager un navire en mer. Cependant, c'est aussi nettement plus difficile, ce qui nécessite que des personnes s'approchent physiquement suffisamment près d'une base aérienne russe fortement défendue pour faire le travail quasiment à la main. C'est le CV de l'unité qui a ensuite construit son propre drone naval. Ce n'est pas une équipe de recherche et développement qui apprend le combat de manière indirecte à partir des rapports d'après-mission de quelqu'un d'autre. C'est une unité des opérations spéciales qui conçoit du matériel en se basant sur les missions que ses propres membres viennent d'accomplir. Commençons par ce que l'équipe Omega a réellement construit, car les détails comptent. Selon le ministère de l'Intérieur de l'Ukraine, le navire a été développé par les propres ingénieurs de l'unité de plongée en partenariat avec une entreprise ukrainienne d'informatique civile, et non par le biais du système centralisé d'approvisionnement en défense du pays. Les photos publiées par le ministère montrent le bateau propulsé par un moteur hors-bord Suzuki, fabriqué au Japon et équipé d'un terminal de communication satellitaire, ce qui suggère une plateforme conçue pour fonctionner et rester en contact avec ses opérateurs bien au-delà de la portée visuelle. Le bateau a été décrit sans détour comme un navire-mer transportant des drones FPV qui s'envolent ensuite pour détruire l'ennemi. Voilà tout le concept résumé en une phrase. Donc, le bateau lui-même n'est pas une arme, mais simplement un véhicule de livraison sophistiqué qui réduit la distance jusqu'à la zone cible. Viennent ensuite les véritables machines de mort qui sont les drones FPV éprouvés, lesquels doivent être lancés le plus près possible de l'ennemi et arriver avec suffisamment de batterie pour manœuvrer et frapper. L'idée serait apparemment venue du secteur de Zaporizhia, où les équipes d'Omega utilisaient déjà des drones FPV contre la logistique et l'équipement russe derrière la ligne de front. Là-bas, ils se heurtaient au même mur que tous les opérateurs finissent par rencontrer dans cette guerre. Les batteries ne permettent aux drones d'aller qu'une certaine distance, avant qu'il ne reste plus assez d'énergie pour effectuer la frappe elle-même. Mais avec un système de livraison, on peut théoriquement étendre cette portée beaucoup plus loin. Une plateforme navale résout le problème de la portée de la même manière qu'une base avancée le fait pour l'infanterie. Approchez-vous avant d'engager la partie coûteuse et fragile du système. La garde nationale avait suggéré qu'elle faisait déjà opérer des équipes de systèmes sans pilote dans le sud de l'Ukraine avec cette approche plus large. De petits bateaux, plus des drones FPV, auxquels s'ajoute l'expérience tactique du détachement de plongeurs pour détruire les véhicules russes
les équipements blindés, les camions-citernes et les infrastructures électriques. L'objectif est que la soi-disant technologie, c'est-à-dire les drones et les systèmes télécommandés, permettent de sauver la vie des combattants ukrainiens tout en augmentant le rythme d'élimination des forces russes. Et l'unité ne s'arrête pas aux missions de frappe. Un rapport a indiqué que des versions possibles du bateau sont conçues pour transporter des drones intercepteurs FPV, transformant ainsi la même coque en un élément de défense aérienne côtière mobile. Le ministère de l'Intérieur n'a pas publié le nom officiel du navire ni ses spécifications techniques. Considérez donc les détails concernant le moteur et les communications comme étant basés uniquement sur ce que montrent les photographies et non sur une fiche technique complète. Mais l'intention derrière ce bateau n'est pas ambiguë. Cependant, le concept de navire-mer n'est pas vraiment nouveau. L'Ukraine utilise des drones maritimes transportant des drones FPV depuis quelques années déjà, du système Barracuda de la marine au Gatran du renseignement militaire. Ce qui est nouveau, la nouveauté, c'est l'identité de ceux qui les construisent. Une unité des opérations spéciales de première ligne, les mêmes plongeurs qui planifient et exécutent des missions de sabotage sous-marin contre les avions russes, a conçu et construit un drone naval avec un partenaire technologique privé, au lieu d'attendre le circuit habituel de l'industrie de la défense. Cela fait partie d'un schéma qui définit de plus en plus la manière dont l'Ukraine mène cette guerre. Les opérateurs qui utilisent les armes deviennent ceux qui les fabriquent, en supprimant des échelons dans la chaîne d'acquisition et innovant à la vitesse du front plutôt qu'à celle d'un ministère. Pour comprendre pourquoi ce schéma est si important pour la guerre navale en particulier, il faut revenir au point de départ du programme de drones maritimes de l'Ukraine. Car c'est l'histoire d'un pays qui s'est retrouvé au début de l'invasion à grande échelle sans véritable marine et qui, 4 ans plus tard, menait l'une des expériences les plus scrutées au monde en matière de guerre navale sans équipage. Lorsque la Russie a envahi en février 2022, la marine conventionnelle de l'Ukraine ne jouait pas un rôle important en mer Noire. Ses bâtiments de surface les plus performants avaient déjà été perdus ou sabordés dans les premiers jours de la guerre pour les empêcher de tomber entre les mains des Russes. Et la flotte russe de la mer Noire, basée à Sébastopol en Crimée occupée, contrôlait effectivement les eaux. Cette flotte a bloqué les ports ukrainiens, menacé de débarquements amphibies près d'Odessa et servi de plateforme flottante pour lancer des missiles sur des cibles à travers tout le pays. La première véritable riposte de l'Ukraine a été le naufrage du croiseur Moskva, navire amiral de la flotte, en avril 2022 grâce à des missiles anti-navires Neptune. Cela a été un choc pour la planification navale russe et le premier naufrage d'un navire amiral ennemi depuis la guerre russo-japonaise au début du XXe siècle. Mais il s'agissait d'une frappe de missiles isolée, pas d'un système reproductible. L'Ukraine avait besoin de quelque chose qu'elle pouvait produire à grande échelle, à moindre coût, sans chantier naval. Ce quelque chose s'est avéré être un petit bateau chargé d'explosifs, au profil très bas, qui émerge à peine au-dessus de l'eau, difficile à repérer au radar et encore plus difficile à toucher. Les développeurs ukrainiens ont commencé à concevoir ce qui allait devenir la série Magura au printemps 2022. Et dès octobre, les premiers prototypes de bateaux qui ont précédé le Magura V-V5 opérationnel ont participé à un raid sur le port de Sébastopol lui-même, la base principale de la flotte russe de la mer Noire. Le raid initial a endommagé le tout nouveau navire amiral de la flotte à l'époque, la frégate amiral Makarov, ainsi qu'un dragueur de mine. Les drones n'ont coulé aucun navire cette nuit-là, mais le raid a prouvé que le concept fonctionnait. Une poignée de bateaux bon marché et sans équipage avait réussi à pénétrer profondément dans la base navale la plus lourdement défendue de la Russie en mer Noire. À partir de là, le programme a progressé rapidement. La direction du renseignement militaire ukrainienne, ou GUR, est devenue l'opérateur principal de la famille Magura. Et dès 2023, ces bateaux opéraient déjà loin des côtes ukrainiennes. En mai 2023, 3 drones Magura ont frappé et endommagé l'Ivankours, un grand navire russe de collecte de renseignements, à des centaines de kilomètres de l'Ukraine. Le service de sécurité d'Ukraine, le SBU, a déployé une famille parallèle de drones navals appelée Sea Baby, et en juillet 2023, Sea Baby. Des drones chargés de près d'1 tonne d'explosifs ont frappé. Le pont du détroit de Kerch, le lien physique et symbolique entre la Crimée occupée et la Russie continentale, les drones Sea Baby ont ensuite été adaptés pour poser des mines navales, transporter des lance-roquettes et frapper d'autres navires russes près de Novorossiysk après que la flotte s'y soit déplacée. Le tournant qui a vraiment consacré les drones navals comme une arme stratégique plutôt qu'une simple nuisance est survenu au début de 2024. Fin janvier, des drones Magura V-V5 ont coulé la corvette lance-missile de classe Tarantule, Ivan Novets, et à la mi-février, ils ont coulé le navire de débarquement de classe Ropucha, César Kounikov. Ce furent les premiers naufrages confirmés de navires de guerre ennemis par des drones navals dans l'histoire de la guerre navale, non seulement dans ce conflit, mais tout court. Environ 1 an après ce premier raid sur Sébastopol, selon des rapports de médias qui ont suivi la campagne de près, les frappes combinées de drones maritimes et de missiles ukrainiens avaient coulé ou endommagé environ 2 douzaines de navires russes.
Et d'ici 2023 et jusqu'en 2024, la majeure partie de la flotte de la mer Noire s'était déplacée de Sébastopol, à plusieurs centaines de kilomètres à l'est, vers une base plus éloignée et initialement plus sûre, à Novorossiysk, bien que cette protection se soit révélée temporaire. Ce déplacement est l'un des résultats les plus frappants de toute la guerre. Un pays sans véritable marine a contribué à forcer une grande partie de la flotte de la mer Noire, d'une puissance nucléaire, à quitter sa base traditionnelle de Sébastopol, en utilisant des bateaux qui, individuellement, coûtent chacun quelques centaines de milliers de dollars. Même la retraite vers Novorossiysk n'a pas complètement résolu le problème de la Russie. Les drones maritimes ukrainiens continuaient d'étendre leur portée, finissant par frapper des cibles à près de 800 km de la côte contrôlée par l'Ukraine. Et la famille Magura ne cessait d'ajouter de nouvelles capacités. Début 2025, des drones Magura V5, équipés de ce que l'Ukraine a appelé le Sea Dragon, un missile à guidage infrarouge adapté de l'ancien missile RR soviétique R-73, a abattu des hélicoptères russes, Mi-8, opérant près de la Crimée, le premier cas confirmé d'un drone de surface navale ayant détruit un aéronef. Une variante plus grande, le Magura V7, a depuis été équipé de ses propres missiles de défense aérienne. Ce qui avait commencé comme un hors-bord improvisé avec une charge explosive à la proue est devenu, en environ 3 ans, une plateforme navale polyvalente capable de frapper des navires, d'atteindre des cibles terrestres et d'abattre des aéronefs. Cette courbe de capacité est l'ancêtre direct du concept de navire-mer derrière le bateau Omega. Une fois que l'Ukraine a disposé de drones de surface fiables capables d'échapper aux radars et de survivre à une traversée en eau libre, l'étape logique suivante a été de cesser de les considérer uniquement comme des embarcations explosives suicides et de commencer à les utiliser comme plateforme de déploiement pour d'autres systèmes. La marine a mis cela en avant publiquement à la mi-juillet 2026, en démontrant une opération navale de drones à plusieurs niveaux, dans laquelle son système de bateau-drone Barracude a attaqué un poste d'observation, tandis qu'un navire de surface distinct transportant des drones a lancé des drones de reconnaissance et d'attaque FPV. Les drones embarqués sur le bateau peuvent patrouiller, confirmer une cible et transmettre une frappe plus rapidement qu'un engin kamikaze à usage unique ne le pourrait jamais, ce qui augmente directement la précision et l'efficacité. L'autre branche de cette tendance des vaisseaux mers concerne la défense aérienne, et il se pourrait qu'elle soit la plus déterminante pour la prochaine phase de la guerre. Mais avant d'y arriver, assurez-vous d'être abonné à l'émission militaire pour des actualités quotidiennes. En avril 2026, un drone maritime ukrainien sans équipage a abattu un drone russe Shahed à l'aide d'un intercepteur lancé depuis son propre pont, un événement que l'Ukraine a qualifié de première mondiale pour des plateformes navales. Cela vient du fait que les drones maritimes sont une plateforme de lancement pratique pour des systèmes d'interception comme Sting, précisément parce qu'ils peuvent rester au large, le long de la côte de la mer Noire, et défendre les villes depuis des directions et des distances que la défense aérienne terrestre ne peut pas facilement couvrir. La direction du renseignement militaire ukrainien a également décrit un incident au cours duquel des membres de la garde côtière russe ont tenté d'arrêter un groupe de drones navals ukrainiens avec des armes légères. Ils ont ouvert le feu, mais la plateforme a simplement lancé des drones FPV qui ont encerclé et tué plusieurs militaires russes impliqués. Mais cela n'affecte pas seulement le combat en mer. La logique de vaisseau-mer de l'Ukraine apparaît dans tous les domaines où elle utilise des systèmes sans équipage. Donc, ceci n'est qu'une branche d'un changement structurel beaucoup plus large. Sur Terre, à la mi-juillet 2026, la 123e brigade de défense territoriale séparée de l'Ukraine a utilisé un engin de débarquement improvisé transportant un robot terrestre équipé d'une mitrailleuse sur la rive occupée par les Russes à la flèche de Kimburn, dans l'oblast de Mykolaiv, et l'employant directement au combat. Il s'agirait de la première fois qu'une plateforme maritime a livré, débarqué et permis à un robot terrestre d'accomplir une mission sur une côte occupée. Dans les airs, les forces ukrainiennes utilisent des drones de type bombardier lourd pour transporter des robots terrestres kamikazes afin de mener des frappes supplémentaires sur les positions russes. Cela étend la portée opérationnelle de ces robots terrestres, tout en maintenant les drones bombardiers plus grands et plus coûteux à l'écart des défenses aériennes russes pendant l'attaque proprement dite. Si l'on met tout cela ensemble, des bateaux lançant des drones FPV et des intercepteurs, des bateaux déposant des robots terrestres sur la côte, des bombardiers larguant des robots terrestres à l'intérieur des terres, et une doctrine claire se dégage. L'Ukraine a construit toute une couche logistique à partir de plateformes sans équipage, dont le seul but est d'amener une arme plus petite, moins chère et plus facile à sacrifier suffisamment près pour faire la différence, sans risquer une personne ou un équipement coûteux pour le faire. C'est aussi là que le détail de qui l'a construit entre en jeu. L'industrie des drones en Ukraine n'a jamais été un programme unique et centralisé, comme c'est habituellement le cas dans un système traditionnel d'acquisition de défense. C'est un écosystème décentralisé, composé de fabricants privés, d'ateliers financés par des bénévoles et, de plus en plus, des unités de première ligne elles-mêmes qui conçoivent du matériel en se basant sur ce qu'elles ont appris après des mois d'utilisation réelle au combat. Par exemple, les fabricants ukrainiens, comme Frontline Robotics, rapportent effectuer des modifications mineures sur leurs drones jusqu'à 20 fois par mois, avec des mises à jour majeures
améliore environ tous les 6 mois. C'est une vitesse d'itération qui serait presque inimaginable dans un processus d'acquisition de défense classique dans la plupart des armées occidentales. Le détachement de plongée d'Omega, qui construit son propre bateau avec un partenaire informatique privé, s'inscrit parfaitement dans cette même culture. Ce sont les opérateurs qui savent exactement où leurs drones FPV tomberont en panne de batterie, exactement comment les défenses côtières russes réagissent à une coque basse et rapide, et exactement ce qu'une équipe de plongeurs attend d'une plateforme de soutien lors d'une mission d'opération spéciale. Et au lieu de rédiger des cahiers des charges et d'attendre que quelqu'un d'autre le construise, ils l'ont construit eux-mêmes. Le programme de drone naval de l'Ukraine a également commencé à influencer la façon dont d'autres armées envisagent ce type de guerre, ce qui montre à quel point la technologie a évolué depuis ses premiers essais de prototypes hésitants dans le port de Sébastopol. L'armée des États-Unis a utilisé pour la première fois des navires de surface sans équipage armé lors d'opérations en Iran. Et avant cela, les forces spéciales américaines avaient testé les drones maritimes Magura ukrainiens lors d'exercices aux Philippines, une région qui a évidemment un intérêt pour des navires d'attaque navale bon marché, rapides et difficiles à détecter, étant donné les tensions en mer de Chine méridionale. Rien de tout cela ne signifie que la famille Magura ou ses dérivés vont devenir l'équipement standard de la marine américaine. Mais cela signifie que les leçons opérationnelles générées par l'Ukraine, qui combat une marine bien plus grande avec presque aucune flotte propre, sont étudiées. Et, dans au moins un cas, elles sont directement reprises par le plus grand soutien militaire du pays. C'est une position assez inhabituelle pour l'Ukraine. Dans la plupart des domaines de cette guerre, l'Ukraine a été du côté qui reçoit la technologie et la doctrine occidentale. Pour les drones navals, le flux est en partie inversé. Il vaut aussi la peine d'être précis sur ce que sont réellement Quatrain et Barracuda, puisque les deux noms sont utilisés de manière vague dans le traitement médiatique de ce sujet, et ils ne désignent pas la même chose. Quatrain est exploité par la Direction du renseignement de la défense de l'Ukraine et, comme la famille Magura, a principalement servi de plateforme de frappe et de reconnaissance à part entière. Barracuda appartient à la marine et selon la démonstration de la marine du 14 juillet, il est conçu spécifiquement pour le rôle de navire-mer, attaquant une cible directement avec ses propres systèmes embarqués, puis lançant des drones FPV auxiliaires pour prolonger l'engagement. Le bateau Omega se rapproche davantage du concept Barracuda que d'un drone d'attaque à fonction unique comme les premières variantes de Magura. C'est d'abord un transporteur, ensuite une arme. Ce qui le distingue des deux programmes gouvernementaux, c'est simplement son origine. Les ingénieurs d'une unité de combat travaillant avec un partenaire privé en dehors du circuit officiel d'approvisionnement. Il vaut également la peine de chiffrer à quel point cet écosystème se développe rapidement à plus grande échelle. L'Ukraine a produit environ 10 000 systèmes robotiques terrestres en 2025 et vise environ 50 000 en 2026. Soit une multiplication par 5 en une seule année. L'Union européenne, de son côté, s'efforce de formaliser son soutien précisément à ce type de base de production. À la mi-juillet 2026, l'UE et l'Ukraine ont signé un accord sur les drones visant à éliminer les obstacles bureaucratiques afin que les entreprises ukrainiennes et européennes puissent plus facilement former des co-entreprises, et la Commission européenne a lancé en parallèle une alliance UE-Ukraine sur les drones, réunissant des entreprises, des chercheurs et les forces armées des deux parties, avec la première réunion des 18 membres fondateurs prévue à Bruxelles en septembre. Aucun de ces financements, ni aucun de ces cadres politiques n'a permis de construire directement le bateau Omega. Ce navire est issu d'une unité de plongée et d'une entreprise privée ukrainienne de technologie informatique travaillant de leur propre initiative. Mais c'est dans le courant plus large que cette histoire évolue. Une économie de guerre qui a appris à considérer l'improvisation en première ligne comme une source légitime de nouvelles armes, plutôt que comme quelque chose à centraliser et à ralentir. Alors, où en est réellement la position de la Russie en mer Noire à l'été 2026 ? L'image de base n'a pas beaucoup changé depuis que la flotte s'est repliée à Novorossiysk, mais la pression ne cesse de s'accroître. La flotte russe de la mer Noire a été contrainte d'adapter constamment ses opérations et a vu ses possibilités de mener des actions majeures en mer Noire drastiquement réduites par rapport au début de la guerre. Ce qui a également changé, c'est la nature de la menace qui pèse sur les forces russes le long de cette côte. Il suffisait auparavant de tenir les grands navires de guerre éloignés de quelques points de lancement de drones connus. Désormais, les planificateurs russes doivent prendre en compte de petites embarcations qui pourraient transporter une charge explosive, un essaim de drone FPV, un drone intercepteur, un robot terrestre ou une combinaison de tout cela, lancé par n'importe qui, des équipages de la marine aux opérateurs du renseignement, jusqu'à une unité de plongeurs des forces spéciales opérant de façon indépendante. Cette imprévisibilité est le véritable atout stratégique que l'Ukraine a construit ici. Poutine pensait qu'il était intouchable. Lorsqu'il a lancé sa soi-disant opération militaire spéciale, il savait avec une certitude absolue que l'Ukraine ne serait pas capable de riposter. Même après l'échec de l'invasion initiale, cela n'aurait pas d'importance pour Poutine. L'Ukraine ne possédait pas d'armes à longue portée. Le conflit resterait confiné sur le territoire de la nation envahie par la Russie, et cela s'arrêterait là. Comme les temps ont changé. Le dirigeant intouchable est désormais à portée de main. Et avec un seul drone, l'Ukraine vient de montrer à Poutine qu'il peut être frappé à tout moment.
Nous vous emmenons à Gelendzhik, dans la région de Krasnodar. Cette propriété magnifique, qui surplombe la mer Noire, et a coûté à Poutine bien plus d'1 milliard de dollars pour la transformer en un palais de luxe qu'il peut utiliser chaque fois qu'il veut faire une pause, est censée être intouchable. Connue dans le monde entier comme le palais de Poutine, cette vaste propriété possède tout ce dont un despote fou pourrait avoir besoin. Autrefois, ce palais était rempli de meubles parmi les plus opulents qu'on puisse imaginer. Une grande partie a été offerte à Poutine par les oligarques, qu'il a enrichis depuis son arrivée au pouvoir. À un moment donné, environ 1500 personnes travaillaient à la construction et à la rénovation de ce bâtiment somptueux. Il y avait un jardin japonais, une piscine au niveau du sol et une immense salle de sport construite presque entièrement en marbre. Certes, c'était essentiellement fait de plaques de plâtre, et au fil des années, une partie a été recouverte d'une vilaine moisissure verte. Mais en réalité, cela prouve simplement que Gelendzhik était vraiment le palais de Poutine. Impressionnant à l'extérieur, mais pourri de l'intérieur. Ce palais était un monument à l'univers de plus en plus isolé que Vladimir Poutine s'est créé pour lui-même. Un manoir loin de chez lui, fortement protégé, et très éloigné du russe moyen. C'est ici que Vladimir Poutine venait se détendre, convaincu que personne ne pouvait l'atteindre lorsqu'il se trouvait à l'intérieur des murs du palais. Puis, tout a changé. Le 3 août, on a appris qu'un drone ukrainien était tombé à seulement quelques kilomètres du palais de Vladimir Poutine. L'Ukraine n'avait pas réussi à toucher directement sa cible. On ne sait même pas si le palais était la cible visée. Il est peu probable que ce soit le cas, car le drone qui s'est écrasé aurait été abattu à seulement 300 mètres d'une installation liée à la production de missiles russes. Cela semble être la cible la plus probable. Mais pour Poutine, cette installation, ainsi que les 6 personnes tuées et les 40 blessés lorsque la Russie a pris la décision insensée d'abattre le drone ukrainien au-dessus d'une plage fréquentée, n'ont aucune importance. Ce qui importe pour Poutine, c'est que ce seul drone aurait pu le tuer. Il a été abattu à seulement 24 km de Gelendzhik, montrant à Poutine une bonne fois pour toutes que même les coins les plus protégés de la Russie qu'il s'est créés sont désormais à la portée de l'Ukraine. L'Ukraine ne visait peut-être pas le palais, mais elle aurait pu le faire, et elle le peut, à tout moment. La guerre que Poutine a déclenchée est désormais plus proche de lui qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Ce que Poutine pensait être une invasion sans conséquence pour le peuple russe s'est transformé en une véritable guerre qui menace tout le monde en Russie. Les élites politiques, avec Poutine à la tête du monstre, pensaient qu'elles étaient en sécurité derrière un mur invisible, créé par l'incapacité de l'Ukraine à les frapper chez eux. Ce mur s'est effondré, et Poutine a bien compris le message. Il n'y a plus aucun endroit en Russie où il peut se cacher, sans que l'Ukraine puisse l'atteindre. Comme le rapporte le Kiev Post, un commentateur russe affirme qu'il n'y a plus un seul champ de bataille, et qu'il n'y a plus d'arrière où l'on peut simplement se cacher. Il n'y a nulle part où se cacher en Russie. Ce commentateur a raison. Même si ce n'était qu'un seul drone qui a provoqué la panique à Gelendzhik, et vous allez bientôt découvrir comment la Russie a réagi. La réalité est que l'Ukraine a constitué un stock de ce qu'elle appelle souvent des sanctions à longue portée, qui pourraient potentiellement frapper Poutine. Presque partout sauf dans l'extrême-orient russe, froid et isolé. Et même cette région pourrait le plus être sûre très longtemps. Le 21 juin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a révélé que l'Ukraine possède désormais des drones capables de parcourir jusqu'à 3000 km. Alors qu'il a promis que l'Ukraine mènerait désormais des frappes quotidiennes contre la Russie dans les territoires occupés. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps pour que l'Ukraine prouve la portée de ses drones. Le 7 juillet, on a appris que l'Ukraine avait mené une frappe contre la raffinerie de pétrole d'Omsk, en Sibérie, provoquant un énorme incendie. Tout doute que Vladimir Poutine aurait pu avoir concernant les affirmations de l'Ukraine a été dissipé en un instant. Il s'agissait d'une frappe record en termes de distance, puisque Omsk se trouve à environ 2500 km du territoire contrôlé par l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a fait une promesse. Les opérateurs de drones ukrainiens l'ont tenue. Cela devrait beaucoup inquiéter Vladimir Poutine, car Volodymyr Zelensky a fait une autre promesse. Le 24 juillet, à la suite de la frappe d'Omsk, et juste avant qu'un seul drone ne provoque la panique en Russie à Gelendzhik, Volodymyr Zelensky a déclaré que l'Ukraine travaille actuellement sur une nouvelle technologie de drone. Cette technologie permettra bientôt aux drones ukrainiens de parcourir jusqu'à 5000 km. Et cette nouvelle génération de drones à longue portée n'est pas un concept lointain. Des drones dépassant les 4000 km devraient être entre les mains des opérateurs ukrainiens d'ici là, fin 2026. Et ceux dépassant les 5000 km d'ici là, fin 2027. L'Ukraine ne va pas non plus se reposer sur ses lauriers. Elle travaille sur des drones capables de parcourir jusqu'à 10 000 km, ce qui mettra pratiquement chaque région importante de la Russie à portée. Ces drones n'arriveront pas en 2026. La Russie devra attendre jusqu'en 2027 pour commencer à faire face à des armes ukrainiennes pénétrant plus profondément sur son territoire que quiconque n'aurait jamais cru possible. Et c'est bien là le but, d'Omsk, de Gelendzhik et de chaque drone que l'Ukraine envoie en Russie. Ils rompent tous le contrat que Poutine a mis en place lorsqu'il a lancé sa soi-disant opération militaire spéciale.
Poutine a vendu à son peuple un discours très précis lorsqu'il a envahi l'Ukraine en février 2022. Il ne serait pas touché. Aucune partie de la Russie ne le serait. Le marché était simple, soutenir Poutine dans l'opération militaire spéciale, et ces Russes seraient récompensés par la réunification de la Russie et de l'Ukraine, ainsi que toute la prospérité qu'une nation dotée d'une richesse minérale, estimée à 15 000 milliards de dollars promet. 4 ans et demi après avoir vendu ce discours, la Russie devrait demander un remboursement. Des missiles et des drones pénètrent chaque jour sur le territoire russe. Il y a des coupures de courant, des pénuries d'eau, une odeur de pétrole brûlé dans l'air, et bien d'autres choses encore, tout ce que Poutine avait promis de ne jamais laisser arriver. Le crash du drone à Gelendzhik n'est qu'un autre exemple montrant que le contrat a été rompu. Mais c'est un exemple qui rend Poutine encore plus faible qu'il ne l'était auparavant. Il n'y a pas que les Russes des régions éloignées, où les défenses sont minimes, qui doivent s'inquiéter. Chaque Russe devrait avoir peur, car il n'existe plus d'arrière sûr dans le pays. Moscou n'est plus sûr, clamait le titre d'un rapport de presse d'Euromaïdan du 18 juin. Qui faisait suite à la deuxième frappe en 3 jours menée par l'Ukraine contre la raffinerie de pétrole de Moscou, située à 2 pas du Kremlin. L'Ukraine a frappé le système nerveux central de la Russie tout au long de 2026, a soutenu le Centre d'analyse des politiques européennes le 15 juillet. Les centrales électriques, les raffineries, les infrastructures, les bases militaires et les systèmes de chauffage sont toutes des cibles pour les armes à longue portée qui ont transformé la guerre et obligé la Russie à réévaluer constamment ses calculs militaires. La réalité de la Russie en 2026 est tellement éloignée des promesses de Poutine en 2022 qu'elle pourrait tout aussi bien appartenir à une autre dimension. Et en ce qui concerne Gelendzhik, quelle que soit l'aura qui entourait autrefois le palais délabré de Poutine, elle a officiellement disparu. Le drone solitaire qui a atteint le corridor de la mer Noire en Russie le 3 août n'est pas le premier à avoir menacé le palais de Poutine. En août 2025, des débris d'un drone ukrainien abattu ont déclenché un incendie de forêt à seulement 10 km du palais, montrant une fois de plus que les drones ukrainiens pourraient frapper l'immense bâtiment si l'Ukraine le voulait vraiment. Un autre incendie a été signalé près de Gelendzhik, début 2026. Là encore, à la suite de la destruction d'un drone. Jusqu'à présent, les défenses aériennes de la Russie autour du palais de Poutine ont tenu bon. Mais on aurait dû s'y attendre. L'Ukraine n'a pas encore lancé un véritable essaim de drones contre le palais. Chaque drone que la Russie a abattu était un véhicule aérien sans pilote, isolé, qui se dirigeait probablement vers une autre cible. Mais Gelendzhik aurait très bien pu être cette cible. Et cela pourrait encore arriver à l'avenir. Et lorsque cela deviendra une cible, il sera intéressant de voir comment les défenses du palais tiendront face à des dizaines, voire des centaines de drones, plutôt qu'à un drone de temps à autre. Il y a une chose que l'on peut affirmer avec certitude à propos de ce qui vient de se passer près du palais de Poutine. La Russie panique. On peut le voir à la réaction face à l'attaque. Cette panique est réelle, et elle est justifiée. Elle est aussi teintée d'hypocrisie, et elle nous donne un aperçu des tactiques médiatiques manipulatrices de Poutine, ainsi que de la peur avec laquelle il vit désormais chaque jour. Mais avant d'aller plus loin, ceci est un rappel que vous regardez l'émission Militaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton et activer les notifications afin de ne jamais manquer une vidéo. La réaction de la Russie à ce qui s'est passé à Gelendzhik a été exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, après avoir appris que des civils avaient été victimes du drone ukrainien. Une occasion de présenter l'Ukraine comme le méchant s'est présenté. Le ministère russe des Affaires étrangères a saisi cette occasion au vol. L'Ukraine avait eu recours à des activités terroristes internationales, a déclaré la porte-parole Maria Zakharova. Une bande terroriste avait pris le contrôle de l'État ukrainien, et l'Occident était complice en soutenant ce terrorisme. Il y a une raison pour laquelle le mot terroriste est répété si souvent. La Russie veut ancrer ce récit dans la tête de son peuple, car présenter l'Ukraine comme une nation terroriste qui attaque des civils sert les justifications de Poutine pour son invasion. La Russie a dû lancer l'opération militaire spéciale. Elle a dû rester en Ukraine, même après qu'il soit devenu évident que l'invasion initiale avait échoué. Ces Ukrainiens essaient de tuer tous les Russes, et il n'y a que le courageux Poutine et l'armée russe qui peuvent vous sauver. L'hypocrisie est d'un tout autre niveau. Et la réalité de ce qui s'est passé à Gelendzhik est très différente. Vous l'aurez déjà compris si vous vous souvenez de ce que nous vous avons dit plus tôt. L'Ukraine visait clairement une cible militaire, une installation qui alimente la filière russe des missiles, se trouvait à seulement quelques mètres de l'endroit où le drone ukrainien s'est écrasé au sol. Quant au drone, il a été abattu par les défenses aériennes russes. Et concernant cette décision de tirer, Andriy Kovalenko, qui dirige le centre ukrainien de lutte contre la désinformation, avait des mots très durs à adresser à la Russie. C'est l'œuvre des forces de défense aérienne russes, qui ont abattu le drone au-dessus d'une plage pleine de vacanciers, et les efforts pathétiques des autorités russes, qui dissimulent souvent les alertes aériennes, ou ne font pas tout le nécessaire pour assurer la sécurité des Russes lors de telles alertes, a déclaré Kovalenko. Soulignant que la Russie a pris la décision consciente d'abattre le drone ukrainien au-dessus d'une plage fréquentée,
et que l'Ukraine ne vise que des cibles faisant partie du complexe militaro-industriel russe, ou qui aident autrement Poutine à financer sa guerre. Une analyse de CNN de la vidéo montrant le drone ukrainien s'écraser révèle que des tirs automatiques provenant d'au moins 3 armes peuvent être entendus quelques instants avant que le drone n'atterrisse. Le drone ukrainien dévie alors et s'écrase en piqué sur la plage, le contrôle de sa trajectoire étant perdu. La Russie s'est infligé cela à elle-même, mais elle parle de terrorisme. Concentrons-nous un instant sur cette hypocrisie. La Russie affirme que l'Ukraine est un État terroriste parce que la Russie a abattu un drone ukrainien au-dessus d'une plage fréquentée. Au mieux, il s'agit d'un accident russe utilisé pour discréditer l'Ukraine. Au pire, la Russie a délibérément abattu ce drone, sans avertir de ce qui arrivait, afin de provoquer des victimes qu'elle pourrait attribuer à l'Ukraine. Dans tous les cas, l'Ukraine n'avait pas l'intention de causer ces victimes. On ne peut pas en dire autant de la Russie et de ses attaques à longue portée contre l'Ukraine. Selon le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, la Russie a tué 16 431 civils ukrainiens entre le 24 février 2022 et le 30 juin 2026. 48 613 autres civils ont été blessés, beaucoup d'entre eux par les missiles et des drones russes. En fait, quelques jours seulement avant ce qui s'est passé à Gelendzhik, la Russie a lancé une frappe de missiles balistiques contre Kiev, qui a tué 9 personnes et en a blessé des dizaines d'autres. Voilà la différence entre l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine vise des cibles militaires, et les morts civiles sont des accidents. La Russie vise délibérément les civils, elle le fait depuis le début de l'invasion. Et elle continuera à le faire, parce que Poutine croit que semer la peur chez les civils ukrainiens pourrait les pousser à se retourner contre Zelensky et à accepter la Russie. Quand Zakharova parle de terrorisme à propos de ce qui s'est passé près du palais de Poutine, ces mots sonnent plus creux que Kevin Bacon dans un mauvais film de science-fiction des années 2000. On ne peut tout simplement pas prendre la Russie au sérieux quand elle commet délibérément des atrocités qu'elle n'essaye même pas de justifier. Poutine est un criminel de guerre, cela ne fait aucun doute. Mais ce qui vient de se passer à Gelendzhik nous montre aussi qu'un homme qui se croyait autrefois intouchable peut désormais être frappé à tout moment. Et cela va terrifier Poutine. Un criminel constamment en fuite, incapable de se déplacer librement sur sa propre terre parce qu'il sait qu'un jour, les opérateurs de drones ukrainiens pourraient réellement le prendre pour cible. Il y a une autre raison pour laquelle la Russie a été si rapide à lancer sa dernière vague de condamnation contre l'Ukraine, pour un incident qui n'était pas la faute de l'Ukraine. Il ne s'agit pas seulement de qualifier l'Ukraine de nation terroriste. Poutine utilise ce qui s'est passé à Gelendzhik comme propagande, alors qu'il tente de convaincre le monde que l'Ukraine essaie activement de l'assassiner, alors qu'il est le président en exercice de la Russie. Nous le savons parce que Poutine a des antécédents en la matière. Vers la fin de 2025, la Russie a affirmé que l'Ukraine avait lancé une attaque de drone contre la résidence de Poutine, dans la région de Novgorod Nord. La Russie a tout misé sur cette affirmation. Elle a même diffusé des images censées montrer des drones ukrainiens abattus au sol, quelque part à l'extérieur de la résidence. Au total, la Russie a déclaré que l'Ukraine avait lancé 91 drones longue portée contre la maison de Poutine. Seulement 1 ou 2 drones ont été abattus dans les images, et il n'y avait aucune vidéo montrant les drones en train d'être abattus. Les personnes au tempérament complotiste auraient pu immédiatement supposer que la Russie avait placé des débris de drones ukrainiens provenant d'autres frappes à Novgorod, pour faire croire que l'Ukraine avait tenté de tuer Poutine. Les théoriciens du complot auraient eu raison. C'est exactement ce que la Russie semble avoir fait. L'Ukraine a immédiatement nié les allégations de la Russie, et, le 5 janvier, environ une semaine après l'attaque, une enquête américaine sur la prétendue frappe a révélé qu'aucune attaque ukrainienne n'avait en réalité eu lieu à Novgorod. Le président Donald Trump, qui s'était d'abord dit très en colère à propos de l'attaque, a déclaré « Je ne crois pas que cette frappe ait eu lieu. Nous ne pensons pas que cela se soit produit, maintenant que nous avons pu vérifier. » Pourquoi tout cela est-il important ? Lorsque la Russie a fait cette déclaration, elle était alors en plein pourparlers de paix. Après l'attaque présumée, la Russie a déclaré qu'elle ne pourrait pas poursuivre ces discussions. Tout cela était intentionnel, car Poutine a tenté de jouer sur sa peur, bien réelle, des drones ukrainiens, pour manipuler les États-Unis afin qu'ils prennent le parti de la Russie. Cela n'a pas fonctionné. Mais maintenant, la Russie fait face à une attaque confirmée près de Gelendzhik. Les sbires de Poutine n'ont pas encore fait le lien entre cette attaque et une tentative d'assassinat contre Poutine. Mais la frappe et la condamnation de la Russie surviennent alors que des rumeurs circulent selon lesquelles les États-Unis et l'Ukraine travaillent sur un plan de cessez-le-feu aérien qui pourrait bientôt se retrouver sur le bureau de Poutine. Cela ne nous surprendrait pas si Poutine tente d'utiliser l'incident de Gelendzhik pour refuser ce plan, s'il venait à se concrétiser. Mais cette fois, l'inquiétude sera réelle. Le drone ukrainien s'est effectivement approché du palais de Poutine. Poutine pourra essayer de tout manipuler, mais sa réaction sera la terreur. C'est un homme qui vit déjà dans la peur d'une attaque, que ce soit des drones ukrainiens ou des membres de son propre cercle rapproché. Il est bien établi que, depuis au moins le mois de mai, Poutine passe désormais la plupart de son temps caché dans des bunkers souterrains, n'en sortant que lorsqu'il est appelé à faire l'une de ses apparitions publiques, de plus en plus rares.
Forbes affirme que ce sont les drones ukrainiens qui ont poussé Poutine à vivre dans ses bunkers, car il évite activement les propriétés luxueuses qu'il considérait autrefois comme son foyer. The Independent affirme qu'au moins un de ces bunkers se trouve dans la région de Krasnodar, qui se trouve justement là où est situé le palais de Poutine. C'est presque comme si Poutine essayait de rester aussi proche que possible de la vie qu'il a autrefois connue, même s'il sait qu'il ne la retrouvera pas tant que la guerre en Ukraine se poursuivra. Cette peur, c'est justement le but de tout cela pour l'Ukraine. Il se peut qu'elle n'ait pas visé activement le palais de Poutine, le 3 août. Mais l'Ukraine ne se plaindra pas qu'un de ses drones s'en soit approché de si près. Désormais, ce drone peut montrer une fois de plus au peuple russe que son dirigeant autoritaire n'est pas ce qu'il prétend être. Encore une promesse non tenue, tout comme le contrat d'opération militaire spéciale. Poutine est censé être le grand protecteur de la Russie, l'homme qui défend sa nation et la protège à tout prix. C'est le récit qu'il a construit autour de lui depuis plus de 2 décennies, et tout cela s'est effondré. Poutine n'est pas un homme fort. C'est un homme qui passe sa vie dans des bunkers, annule les défis des militaires et restreint le débat dans son propre pays pour préserver son image. L'armure que porte Poutine a été mise à rude épreuve au cours des 4 dernières années et demie. Maintenant, un seul drone à Gelendzhik a infligé une nouvelle entaille massive à cette armure. Tout le monde en Russie le sait désormais. Poutine pourrait être une cible pour l'Ukraine, chaque fois que l'Ukraine le souhaite. Et s'il ne l'est pas, l'Ukraine peut frapper l'ensemble du tissu de la société russe. Tout cela parce que Poutine a déformé chaque aspect de cette société pour servir son obsession de l'Ukraine. Au cours des 3 dernières années de la guerre, la principale transformation du conflit en Ukraine a été le modeste drone FPV. L'Ukraine a transformé un quadricoptère de $500 en l'une des armes les plus redoutées sur la ligne de front. Et toutes les grandes armées du monde ont passé les 2 dernières années à tenter de rattraper leur retard. Mais les États-Unis ne se contentent plus d'observer en restant sur la touche. Au lieu de cela, ils ont commencé à l'importer activement. Cela inclut les tactiques, la doctrine, le manuel de fabrication et dans certains cas, les véritables entreprises de drones et les personnes qui ont développé ce style de guerre dans les tranchées du Donbass. Mais si l'on creuse un peu plus loin, les États-Unis ne se contentent pas de copier les devoirs de l'Ukraine, mais prennent l'idée géniale de l'Ukraine et en font quelque chose d'encore meilleur. Alors, commençons par le début, car nous ne pouvons pas comprendre ce que font les États-Unis en ce moment sans savoir ce que l'Ukraine a d'abord été forcée d'inventer. Lorsque la Russie a franchi la frontière en 2022, l'Ukraine ne disposait pas des stocks d'artillerie, de la force aérienne, ni des formations blindées nécessaires pour combattre la Russie de manière symétrique. Ce que l'Ukraine avait, c'était une résistance désespérée et décentralisée, une culture technologique civile extrêmement créative et un besoin urgent de faire en sorte que les soldats russes aient peur de se déplacer. La réponse a été les drones en immersion, ou drones FPV, du genre que les amateurs faisaient passer à travers des parcours d'obstacles dans leur jardin pour s'amuser ou utilisaient pour prendre des photos de mariage. Une fois que vous attachez une ogive au quadricoptère et que vous placez un soldat dans une tranchée à quelques kilomètres en arrière avec une paire de lunettes vidéo, tout à coup, vous avez une munition guidée de précision qui coûte moins cher que la plupart des autres armes existantes. Et cette arme peut repérer et peut-être même détruire un char à travers une ligne d'arbres. Et l'économie d'une guerre où les drones dominent influence directement les discussions au sein du Pentagone. En avril 2025, certaines estimations suggéraient que les drones étaient responsables de 80% des pertes russes. Dans certaines zones du front, cette statistique monte jusqu'à 90%. Cela signifie que 9 pertes de véhicules sur 10 sont directement causées par les drones. Il n'y a pratiquement plus aucun endroit où se cacher sur le champ de bataille moderne. Chaque route, chaque lisière de forêt, chaque zone de rassemblement est surveillée par quelque chose de petit, bon marché et armé. Bien sûr, l'Ukraine n'est pas le seul pays à disposer d'un approvisionnement régulier en drones, car la Russie s'est adaptée et, dans certains cas, a réalisé des avancées significatives dans la guerre des drones. Les drones russes de type FPV et kamikaze ont mis hors service des chars occidentaux, en particulier le Léopard 2A6, qui est directement comparable au M1 Abrams américain. Au cours de la première année de la guerre, les pertes de chars ukrainiens, comme les Léopards, étaient principalement attribuées à la guerre des drones. Cela suggère qu'aucun des deux camps n'était vraiment à l'abri de voir certaines de ces structures ou armes les plus robustes être détruites par des drones bon marché et facilement remplaçables. Mais l'Ukraine ne s'est pas contentée de bricoler des drones dans un garage. Elle a construit tout un écosystème industriel et bureaucratique autour de cette idée, et cet écosystème est sans doute une exportation plus importante que les drones eux-mêmes. Le ministère ukrainien de la transformation numérique gère une plateforme appelée Brave One, qui est essentiellement une place de marché numérique où les commandants de première ligne peuvent parcourir des centaines de modèles de drones et commander du matériel comme on commanderait sur Amazon, avec une livraison en à peine une semaine. Les unités de drones ukrainiennes documentent ensuite leurs frappes en vidéo
et gagnent des points en fonction de la valeur de ce qu'elles détruisent, puis échangent ces points pour débloquer des drones plus avancés sur la même place de marché. Les appareils endommagés peuvent bénéficier de réparations d'urgence dans des ateliers de première ligne en quelques heures, au lieu des semaines que cela prendrait via une chaîne d'approvisionnement militaire traditionnelle. Puis est venue la frappe, qui a poussé le monde entier à prendre au sérieux le programme de drones de l'Ukraine comme une arme stratégique et non plus simplement comme une nuisance sur le champ de bataille. En juin 2025, l'Ukraine a fait passer clandestinement un essaim de drones FPV à Bakou, en plein cœur du territoire russe, dissimulés dans les toits de conteneurs de fret civil, puis les a lancés à distance contre 5 bases aériennes russes lors de l'opération Toile d'araignée. Les responsables ukrainiens affirment que la frappe a utilisé jusqu'à 117 drones et touché 41 appareils, y compris 2 bombardiers stratégiques Tu-95 et 2 Tu-22, certains des équipements militaires les plus coûteux et les plus difficiles à remplacer de la Russie. On estime les dégâts à 7 milliards de dollars. Quelle que soit l'ampleur réelle des dégâts, le message et les conséquences étaient clairs. Des drones bon marché peuvent désormais menacer des moyens stratégiques à des milliers de kilomètres de toute ligne de front, sans qu'aucun avion piloté ne franchisse une frontière. La Russie a rapidement été contrainte d'adopter une stratégie différente pour protéger ses bases éloignées, allant jusqu'à mettre des bâches sur les avions pour les rendre moins visibles sur les images satellites. Et ce n'est pas resté un conflit entre l'Ukraine et la Russie, puisque ces tactiques se sont répandues dans les autres grands conflits en cours simultanément. The Guardian a rapporté en mai 2026 que le Hezbollah a adopté des drones FP à fibre optique au Liban, adaptant explicitement des techniques mises au point en Ukraine pour contourner la guerre électronique israélienne, l'un des environnements de brouillage les plus sophistiqués de la planète. Lorsque les États-Unis sont entrés en conflit avec l'Iran à la fin du mois de février, Téhéran a répliqué par des salves de drones à travers la région, et les forces américaines et alliées en ont abattu beaucoup. Mais l'ampleur même des attaques a révélé à quel point il est difficile et coûteux de se défendre contre des drones bon marché, des systèmes produits en masse en utilisant des intercepteurs sophistiqués et coûteux. Le problème ici, c'est que les armes précédemment utilisées par les États-Unis étaient extrêmement efficaces en termes de préparation au combat, de capacités opérationnelles et de projection de puissance. Mais ce qu'elle n'était pas, c'est rentable. Prenez le drone longue portée le plus en vue que possèdent les États-Unis. En juillet 2026, des responsables américains ont indiqué que plus de 30 drones Reaper MQ-9 ont été détruits lors d'opérations en Iran. Ces drones étaient alors estimés à environ 16 millions de dollars l'unité. Lorsqu'ils sont opposés à des drones jetables à faible coût, l'équilibre des forces penche en faveur de l'arme que l'on peut lancer contre l'ennemi sans se soucier de la sécurité de son investissement. C'est donc la principale différence entre la façon dont les États-Unis et l'Ukraine mènent leurs opérations et leurs conflits respectifs. Mais comment les États-Unis changent-ils soudainement la donne? Commençons par la doctrine, car l'armée américaine est en train de remettre en cause des décennies de sa propre doctrine. Le chef d'état-major de l'armée, le général Randy George, a déclaré au Congrès en 2025 que la technologie évolue trop rapidement pour continuer à compter sur de grands programmes d'acquisition qui prennent des années à développer et peuvent être obsolètes dès leur mise en service. Le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, a également signé une directive en juillet 2025 ordonnant que chaque escouade de l'armée soit équipée de systèmes sans pilote d'ici là, fin 2026. Et il n'a pas mâché ses mots sur les raisons pour lesquelles le Pentagone avait mis du temps à en arriver là, écrivant que la technologie des drones a été la plus grande avancée militaire depuis une génération. À ce moment-là, quelques changements à petite échelle étaient déjà en cours de mise en œuvre. En janvier 2025, la 3e brigade de la 10e division de montagne de l'armée a déployé 144 drones expérimentaux lors d'une rotation en Allemagne, soit plus que n'importe quelle unité n'en avait jamais apporté à un exercice d'entraînement auparavant. Elle a également constitué 3 compagnies d'assaut de 80 soldats, conçues pour opérer en avant des bataillons, chacune organisée autour d'un peloton de reconnaissance, d'un peloton de mortiers et d'un peloton de drones dédiés, pilotant des drones de surveillance, des munitions rôdeuses et des systèmes de lutte anti-drone. Il a été suggéré que les unités utilisent des drones Ghost d'Anduril capables de rôder pendant plus d'1 heure, des systèmes de reconnaissance PWC-100 et des munitions rôdeuses. Switchblade 600, qui partagent une ogive avec un missile anti-char Javelin. En même temps, des soldats de la 101e division aéroportée pilotent des drones fabriqués avec des pièces imprimées en 3D. Et des troupes de la 10e division de montagne transportent des systèmes Skydio XX2D dans leur sac à dos. L'armée a également créé son premier cours officiel de drone à Fort Rucker, désormais appelé Fort Novosel, en août 2025. Un programme de 3 semaines combinant 20 à 25 heures de simulateurs de vol de type jeu vidéo avec une formation pratique sur des systèmes réels. Il y a aussi des cours sur l'impression 3D et la conception assistée par ordinateur, car maintenir ces appareils en vol sur le terrain implique de pouvoir fabriquer des pièces sur place. La directrice du cours, le capitaine Rachel Martin, a qualifié cela de simple effort de rattrapage, suggérant que les États-Unis étaient en retard dans ce domaine au niveau mondial et que c'était une tentative agressive pour combler cet écart. Pendant ce temps, le secrétaire de l'armée, Daniel Driscoll, a suggéré
suggéré que les bataillons doivent devenir plus légers et arrêter de s'avancer aussi loin qu'avant, car la densité démontrée par l'Ukraine signifie qu'un char à 10 millions de dollars peut être repéré et détruit par quelque chose qui coûte moins cher qu'une voiture d'occasion. Le corps des Marines mène une version encore plus rapide et franchement plus improvisée de la même transformation. La 24e unité expéditionnaire des Marines a passé 3 semaines à Caen-le-Jeune à s'entraîner sur le Neroz Archer. L'Archer est un quadricoptère de 20 cm construit à El Segundo, en Californie, qui coûte environ 2000 $ et a été approuvé par Blue UAS, ce qui signifie qu'il ne contient pas de composants chinois qui dominent le marché des drones commerciaux et pourrait impacter la chaîne d'approvisionnement, ainsi qu'un éventuel conflit plus large entre les États-Unis et la Chine, même par l'intermédiaire de pays tiers. Le corps des Marines a également passé un contrat d'environ 17 millions de dollars pour environ 8000 drones Archer. Mais ce camp d'entraînement intensif de 3 semaines montre aussi à quel point les États-Unis doivent rattraper les acteurs déjà présents sur le marché. La Russie et l'Iran ont eu des années de combat réels pour perfectionner ce savoir-faire. Le corps des Marines essaie de compresser cet apprentissage en 3 semaines, car l'alternative serait de déployer des Marines sans aucune réponse face à une menace que chaque adversaire déploie désormais systématiquement. Maintenant, c'est là que le problème de quantité entre en jeu, car former des Marines et des soldats à piloter des drones ne sert à rien s'il n'y a pas assez de drones à distribuer. Le département de la Défense s'est fixé pour objectif de déployer des dizaines de milliers de drones FPV d'ici la fin 2026. À titre de comparaison, la Chine et la Russie peuvent en produire des millions par an. Mais il y a un grand écart entre le nombre de drones prévus et la main-d'œuvre ainsi que la formation nécessaire pour les piloter. Si vous donniez demain des millions de drones au corps des Marines, tous, sauf quelques milliers, resteraient sur une étagère simplement parce qu'il n'y a pas encore assez de marines formées pour les piloter. Le Pentagone a répondu à ce goulot d'étranglement en consacrant de l'argent aux 2 problèmes à la fois. L'armée a annoncé son intention d'acquérir au moins 1 million de drones au cours des 2 à 3 prochaines années. Le programme de domination par les drones a mené sa première phase d'évaluation, surnommée le Gauntlet, à Fort Benning en février, visant à déployer 340 000 petits drones d'attaque dans les unités de combat d'ici la fin 2027. Et la demande de budget du Pentagone pour l'exercice 2027 a réservé 75 milliards de dollars pour les drones et les systèmes anti-drones, dont 54,6 milliards de dollars transitant par le groupe de travail autonome de la défense. Ce n'est plus un programme pilote. C'est le Pentagone qui essaie de construire en quelques années le type de base industrielle de drones que l'Ukraine a construit par pure nécessité en un seul hiver. Et si l'argent est important, l'Ukraine représente quelque chose de bien plus précieux encore. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à l'émission Militaire pour recevoir les dernières nouvelles sur la guerre en Ukraine, ainsi que sur les développements géopolitiques et militaires mondiaux. L'Ukraine dispose d'informations sur le fonctionnement précis des drones, sur les systèmes contre lesquels ils sont les plus efficaces, ainsi que de plusieurs années de statistiques et d'images réelles du champ de bataille pour étayer tout cela. Ainsi, Hegseth a déclaré devant le Sénat qu'il avait personnellement approuvé l'envoi de personnel américain supplémentaire en Ukraine, spécifiquement pour étudier le champ de bataille des drones, tant en attaque qu'en défense. Le secrétaire d'État Marco Rubio est allé encore plus loin lors d'une interview sur Fox News, qualifiant les forces armées ukrainiennes de l'armée la plus forte et la plus puissante d'Europe, construite sur de nouvelles tactiques et techniques forgées sous la pression d'une guerre existentielle. Lorsque des barrages de drones liés à l'Iran ont frappé le Moyen-Orient en réponse aux opérations américaines, l'Ukraine a même proposé d'envoyer des drones et une équipe d'experts en drones pour aider à protéger les bases américaines en Jordanie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également suggéré qu'il avait déjà proposé un accord de production de drones de 50 milliards de dollars avec les États-Unis, ce qui n'a pas encore reçu de réponse officielle. Il semble donc que les États-Unis essaient de suivre 2 voies simultanément, en utilisant la production nationale de drones et une combinaison de tactiques nationales et étrangères pour pallier leurs faiblesses. Mais il n'y a pas que les tactiques et le personnel qui traversent l'Atlantique. Bien que le gouvernement américain n'ait pas signé d'accords officiels de production de drones avec le gouvernement ukrainien, des entreprises ukrainiennes de drones ont commencé à s'implanter sur le sol américain. F-Drones, un fabricant ukrainien fondé en 2023, qui est devenu un fournisseur majeur des forces ukrainiennes, est ainsi devenu la première entreprise ukrainienne autorisée par le gouvernement ukrainien à exporter des systèmes de drones militaires vers les États-Unis. Par l'intermédiaire de sa branche américaine, Ukrainian Defense Drones, l'entreprise construit sa première usine américaine à Holland, dans l'Ohio. Cet investissement est directement soutenu par un contrat du Pentagone dans le cadre du programme de domination des drones du département de la Défense, pour une commande initiale de 2000 drones FPV. L'arme clé ici est le drone d'attaque F-10 de F-Drones, qui a fait ses preuves au combat en Ukraine, avant de jouer un rôle majeur lors de la première phase de l'évaluation de la domination des drones. L'entreprise apporte également son intercepteur anti-drone F-7.
un système conçu pour traquer et détruire les drones kamikazes bon marché de type Shahed iranien. La même famille d'armes qui a détruit des avions américains au sol en Arabie Saoudite en mars dernier. F-Drones fait également partie des 48 entreprises participant à la deuxième phase du programme de domination des drones qui devrait aboutir à la sélection de jusqu'à 10 lauréats et pourrait amener le Pentagone à acheter jusqu'à 60 000 drones supplémentaires. Mais ces chiffres restent encore relativement modestes. Le complexe industriel de défense de l'Ukraine est passé d'environ 1 milliard de dollars avant l'invasion à plus de 50 milliards de dollars aujourd'hui. Et le pays prévoit de produire plus de 8 millions de systèmes sans pilote rien qu'en 2026. Comparé à environ 3000 drones FPV que les États-Unis ont réussi à produire sur toute l'année 2025. Ainsi, un projet de mémorandum de défense entre les États-Unis et l'Ukraine, rapporté par CBS News, irait encore plus loin, permettant à l'Ukraine d'exporter sa technologie militaire vers les États-Unis et de fabriquer des drones par le biais de co-entreprises avec des entreprises américaines. Voilà donc pour le volet importation. Doctrine, personnel et maintenant de véritables fabricants. Mais voici la partie qui nous ramène au début de cette vidéo, car les États-Unis ne font pas que copier l'Ukraine. Il existe des domaines précis où l'ingénierie américaine, la capacité industrielle américaine et la doctrine américaine des armes combinées sont déjà prêtes à reprendre l'idée géniale de l'Ukraine et à la rendre nettement plus meurtrière. Le premier exemple concerne les munitions modulaires fabriquées à partir des stocks militaires existants plutôt que des ogives conçues spécialement. Prenez le programme Nereos Archer, autour duquel le corps des Marines travaille. Chaque pièce de munitions militaire a normalement besoin d'un code d'identification du département de la Défense, un DODIC, qui exige une évaluation technique approfondie et un fabricant dédié avant que les troupes puissent l'utiliser. Ce processus est exactement le genre de lourdeur bureaucratique qui prend des années, que l'Ukraine n'a jamais eu le temps de supporter et que le Pentagone a historiquement été incapable d'accélérer. La réponse du corps des Marines avec l'Archer était presque embarrassante de simplicité. Prendre de l'explosif plastique C4 et un détonateur électronique standard, tous deux déjà référencés par le département de la Défense et déjà présents dans les stocks américains. En quantité, emballer le C4 dans un boîtier, faire passer le détonateur par l'arrière, puis visser à l'avant, soit un disque de fragmentation antipersonnel, soit une charge creuse, un pénétrateur à formation explosive, selon que la cible soit de l'infanterie ou un blindé. Comme l'ogive elle-même ne contient aucun explosif tant qu'elle n'est pas assemblée, elle n'a jamais eu besoin de son propre numéro du département de la Défense. Et les Marines n'ont jamais eu à réapprendre à manipuler une nouvelle catégorie d'explosifs puisqu'ils s'entraînent déjà en permanence avec du C4. C'est ce simple contournement qui a permis au corps des Marines de faire passer cette arme d'un concept, juste après Noël en janvier de l'année dernière, à une capacité opérationnelle de tir réelle à Camp-le-Jeune. En un peu plus d'un an, en moins de temps qu'il n'en faut souvent à l'armée pour obtenir une seule pièce de rechange en rupture de stock. C'est une solution typiquement américaine, qui utilise la profondeur et la standardisation d'une chaîne logistique mondiale existante pour contourner un goulot d'étranglement dans l'approvisionnement, plutôt que d'essayer de surpasser la Russie et la Chine en production unité par unité. Le second point, c'est la résistance au brouillage grâce à des liaisons de contrôle analogique et en fibre optique délibérément à l'ancienne. L'environnement de guerre électronique de l'Ukraine contre la Russie est l'un des plus denses et sophistiqués au monde, et les deux camps ont appris que les systèmes de contrôle numérique et les caméras, bien qu'ils soient plus précis et plus nets, ont tendance à cesser de fonctionner dès qu'ils sont brouillés. La plateforme Archer utilise intentionnellement une caméra analogique et un système de contrôle analogique plutôt que numérique, ce qui se dégrade progressivement sous le brouillage. Au lieu de s'arrêter d'un seul coup, cela donne à l'opérateur un peu plus de temps pour ramener le drone à la base ou terminer une frappe, même dans un environnement électromagnétique contesté. En fait, les forces ukrainiennes et russes ont adopté des drones à fibre optique enroulée pour la même raison, puisque une liaison filaire ne peut pas être brouillée du tout. Et les unités américaines testent déjà cette même approche à fibre optique, avec des variantes de l'Archer à fibre optique dévoilées fin 2025. Associer ce type de résilience à l'investissement beaucoup plus important de l'Amérique dans la recherche sur la guerre électronique et le renseignement d'origine électromagnétique, développé au fil de décennies, avec un budget de R&D en défense bien plus important que ce que l'Ukraine ou la Russie n'ont jamais eu, est un véritable domaine où les États-Unis peuvent prolonger ce que l'Ukraine a commencé plutôt que de simplement le reproduire. Le troisième point est le guidage autonome, qui représente en réalité un avantage en intelligence artificielle et en ingénierie de précision que les États-Unis sont les mieux placés pour exploiter. Les drones FPV de l'Ukraine sont majoritairement pilotés manuellement, ce qui signifie que leur efficacité est limitée par les compétences d'un opérateur individuel qui regarde un flux vidéo analogique. Mais l'intercepteur F-7 que F-Drones construit actuellement dans l'Ohio montre la direction que cela va prendre.
Pendant la phase terminale d'un engagement, le pilote ne contrôle que la vitesse du drone, tandis que le guidage automatique gère tout le reste, permettant essentiellement à une cellule bon marché de se diriger elle-même vers une cible avec une précision qui ne dépend pas du temps de réaction ou du sang-froid d'un humain sous le feu. En associant ce type d'autonomie embarquée à la base de semi-conducteurs américaines, à son écosystème de recherche en vision par ordinateur et à son vivier bien plus vaste de talents en ingénierie logicielle que ceux dont disposent l'Ukraine ou la Russie, c'est un domaine dans lequel les États-Unis peuvent complètement dépasser l'essaim piloté manuellement. Le quatrième point est ce qu'on appelle la discipline de déconfliction interarmes, ce qui semble très technique, mais c'est en réalité l'un des problèmes les plus difficiles dans la guerre des drones, et l'un de ceux sur lesquels l'armée américaine a passé 80 ans à se perfectionner. Pour la coordination des feux d'appui, l'armée américaine ne considère pas un drone d'attaque sans retour comme fondamentalement différent d'un F-18, car les deux représentent des effets létaux qui doivent être séparés des troupes alliées manœuvrant à proximité. Mais les États-Unis disposent déjà de nombreuses mesures concernant leurs autres options offensives aériennes, et le même concept peut s'appliquer aux drones. Et comme les États-Unis ont été plus lents à adopter les drones à grande échelle, ils ont en réalité l'opportunité d'intégrer l'utilisation des drones dans une doctrine interarmes dès le départ, plutôt que de l'ajouter après coup. Et la cinquième et dernière partie concerne la base industrielle elle-même. L'ampleur même de la fabrication américaine, de la production de semi-conducteurs et du capital du secteur de la défense auquel l'Ukraine n'a jamais eu accès. L'Ukraine a construit une industrie de drones de 50 milliards de dollars à partir de rien, sous la pression de la guerre, ce qui est un exploit extraordinaire à tout point de vue. Les États-Unis essaient d'utiliser les mêmes bases technologiques et innovantes qui ont permis à cette industrie d'exister et de les transférer directement dans leur propre complexe militaro-industriel. Souvenez-vous, le budget du Pentagone pour les armes aériennes sans pilote pour 2027 s'élève à 75 milliards de dollars. C'est 50 fois plus que l'ensemble de l'industrie ukrainienne. Si cette capacité industrielle est réellement exploitée à l'échelle que suggère ce chiffre budgétaire, les États-Unis ont la possibilité de dépasser largement l'Ukraine en termes de production, d'autant plus qu'ils disposent déjà de nombreux prototypes au départ. Mais peut-être encore plus important, les États-Unis n'ont pas seulement observé comment déployer ces drones, ils ont aussi cherché à les contrer. Et une arme qu'ils ont développée a déjà été envoyée en Ukraine pour des essais en conditions réelles. Pour en savoir plus, regardez cette vidéo. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner au Military Show pour des actualités quotidiennes.